Voilà, bon, écoutez, je vais poursuivre. Je vais parler aujourd'hui de capital humain, de croissance et santé, voilà, et de comment ces déterminants de la croissance ont évolué au cours de l'histoire et quels sont les mécanismes qui sous-tendent la relation entre ces composantes du capital humain et la croissance. Voilà. Donc, c'est de ça dont je vais parler. Donc, je vais parler de capital humain et de croissance. Donc, qu'est-ce que le capital humain? On produit en utilisant en fait du capital physique, du travail, mais également du capital humain. Donc, en fait, quand moi j'écrivais quelque chose comme ça, j'étais un peu trop simple. Quand j'écrivais quelque chose de ce type, là c'est le capital physique et là c'est le travail, c'était trop simple quelque part. En fait, la vraie relation, c'est quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle du capital humain. Alors, le capital humain, qu'est-ce que c'est? C'est en fait que ça veut dire que, en fait, eh bien, la production le PIB, hein, ou la production de biens et services, etc., dépend de la quantité et de la qualité du travail. Et en fait, le capital humain, c'est un facteur de production invisible parce qu'il est attaché au travail, mais il mesure, si vous voulez, la qualité du travail. Voilà. Voilà. Donc c'est pas facile de la mesurer, voyez. Donc il y a des différentes méthodes pour mesurer. Mais c'est tout ce qui affecte la qualité du travail. C'est pas juste la quantité, c'est la qualité qui compte. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, de la même façon, alors maintenant le capital humain. Évidemment, la différence, c'est que les machines, elles sont tangibles, vous pouvez les toucher, quoi. Vous voyez, le capital physique, c'est quelque chose que vous voyez. Le capital humain, vous ne le voyez pas, quoi, parce qu'il est attaché au travail, mais c'est quelque chose en plus du travail. Vous voyez, en plus mais il partage plusieurs caractéristiques avec le capital physique. D'abord, le capital humain est productif, il produit de la output, de la même manière que le capital physique en produit. Il est lui-même produit, on va voir comment on produit de la santé et de l'éducation. Hein. Alors ça ne se produit pas de la même manière que des machines, mais ça se produit, d'accord? Et il se déprécie au cours du temps. Le capital physique, les machines deviennent obsolètes ou elles s'usent. Eh bien, le capital humain aussi tend à par exemple, le savoir, eh bien, le savoir tend à se déprécier au cours du temps. Hein. Donc vous oubliez, et puis votre savoir n'est plus à la frontière. Il y a dépréciation du capital humain de la même manière que vous avez de la dépréciation du capital physique. Et puis, enfin, il rapporte un revenu. Alors, le revenu du capital humain, c'est, si vous voulez, chaque année supplémentaire d'éducation que vous suivez, eh ben, ça vous donne, en général, ça tend à vous donner des salaires plus élevés quand vous avez des qualifications dont on a besoin. Donc, c'est sous cette forme-là qu'apparaît la rémunération du capital humain. Vous voyez, c'est que ça vous donne des surcroîts de salaire ou des surcroîts de revenus. Et quand j'ai parlé l'autre fois d'inégalité et du skill premium, on voyait bien que les gens qu'il y avait eu augmentation de la disparité entre les revenus des gens ayant poursuivi des études universitaires et les revenus des gens n'ayant pas continué jusque-là. Donc, vous voyez, ça, c'est le revenu. Mais vous voyez, c'est plus compliqué. Le capital humain, il est attaché au travail et il se voit, c'est pas qu'il est rémunéré à part, il est rémunéré en termes de premium d'être plus qualifié. Vous voyez, d'accord? Voilà. Donc, alors, je vais parler aujourd'hui de deux sources. Les deux sources principales de capital humain, c'est l'éducation et la santé. Alors, je vais organiser la présentation en trois parties. Je vais d'abord vous parler de l'éducation dans l'histoire, d'accord? Donc, et puis de théorie sur l'éducation et la croissance, d'accord? Donc, je vais vous parler un peu d'évolution historique en matière d'éducation et des théories qui régissent un peu la relation entre éducation et croissance, d'accord? La deuxième partie, je vais vous parler de santé. Même chose, je vais faire comme pour l'éducation. Je vais vous parler de comment la santé a évolué dans différents pays différemment au cours de l'histoire et également
vous montrer, de dire voilà qu'est-ce qui régit la relation entre santé et croissance. On verra que c'est très similaire à l'éducation. Et à la fin, je passerai à autre chose et je reviendrai sur l'éducation, mais je vous parlerai du lien entre éducation et rivalité militaire. D'accord? Mais ça, je préfère le faire à la fin, parce que ça, c'est un peu à part de ça. Vous voyez, les deux premiers sont très parallèles l'un à l'autre, et je reviendrai à la fin sur la relation entre croissance, éducation et rivalité militaire. D'accord? Donc ça, je le ferai à la fin du cours. Ça sera le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes. Voilà comment on va. Voilà le programme des réjouissances aujourd'hui. D'accord? Alors, je passe tout de suite à ce que j'ai présenté. C'était l'introduction, d'accord? Et que je viens de terminer. Et maintenant, je peux passer à la partie éducation. Donc, je vais changer de transparent. Alors, échapper. Alors, 2 secondes. Ah, 2 minutes. Ah, voilà. Ah, non, ce n'est pas celui-là. Alors, comment je regarde? Il faut que je sois... voilà. Éducation. Voilà. J'y arrive. Voilà. Impeccable. Diaporama, à partir du début. Voilà. Maintenant, je vais parler... Ah oui, alors, là, il y a un problème. Ça va revenir. Alors, voilà. Vous voyez la technologie, hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Voilà. Alors, éducation. Donc, je veux d'abord vous montrer des tendances historiques. D'accord? Et d'abord, regardez, ça vous montre... l'évolution de l'alphabétisme ou disons l'alphabétisation progressive dans le monde. Voyez, et vous voyez qu'il y a eu une accélération au XXe siècle et surtout au milieu du XXe siècle des rythmes d'alphabétisation. Voyez, donc ça baissait. Vous aviez des taux, et si je regardais avant 1800, en fait, il n'y a pas de gros progrès en matière d'alphabétisation. L'alphabétisation reste le fait de privilégier, quoi. Et vous voyez que l'analphabétisme tombe beaucoup plus rapidement depuis, en fait, le milieu du XXe siècle. C'est quand même très récent, hein. C'est mes années de naissance, quoi. Je suis dans 56, moi, mon année de naissance, milieu des années 50. Donc, vous voyez, c'est pas ça c'est pas ma naissance qui a fait ça, évidemment. C'est embêtant si c'est ça que vous reteniez du cours. Ce serait pas bon, là. J'aurais mal fait mon travail. Donc, la part de la population de plus de 15 ans lettrée dans le monde, c'est ce que montre, eh bien, depuis 1800, vous voyez que les taux d'alphabétisation ont augmenté constamment, mais très lentement jusqu'au début, milieu du XXe siècle. Et puis, l'augmentation était plus nette après, parce qu'effectivement, les pays se sont beaucoup rendus compte que sans un minimum d'alphabétisation, eh bien, on ne pouvait pas décoller, quoi. Il ne pouvait pas avoir de décollage sans avoir un niveau minimal d'éducation. Voilà, donc ce sera intéressant d'ailleurs, et on verra un peu qu'est-ce qui amène les pays à s'éduquer ou pas. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence? Et ça m'amènera, ça serait très lié à ce que je ferai en dernier aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est cette première slide. Je ne peux pas aller trop vite. Est-ce que vous suivez ce que je fais là? Ça va, là? Ça va? Ouais. Levez la main, levez les deux mains. Levez une main si vous n'avez pas... Et si vous protestez trop, levez les deux mains. Et là, je sais que je dois vraiment... Voilà. Alors, ça vous montre l'alphabétisation dans le monde. Donc, vous voyez qu'il y a les pays développés, donc évolution, donc l'alphabétisation est rapide surtout dans le nord-ouest de l'Europe, qui est toute cette partie, mais elle est beaucoup plus, vous voyez, donc vous avez la France est là, alors là, je me demande, je crois que là c'est la moyenne, cette courbe-là, je n'arrive pas bien à voir si ce n'est pas la moyenne d'Europe de l'Ouest ou si c'est l'Angleterre, je ne me rends pas compte. Et puis surtout, vous avez évidemment les pays évidemment moins développés, les pays émergents qui, eux, évidemment, sont derrière nous. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une accélération dans l'alphabétisation. De la même manière que le PIB par tête était assez plat et tout d'un coup, il se met à augmenter, de la même manière là, vous avez l'alphabétisation qui reste assez stable et tout d'un coup, il y a une accélération dans les taux d'alphabétisation. Voilà. Donc, plus ou moins rapide, d'abord dans nos pays et ensuite dans les pays émergents. D'accord?
Et c'est la même chose pour le PIB par tête. D'accord? Vous voyez comme des évolutions parallèles quand même. Hein? Ça ne montre aucune causalité, mais ça montre quand même une coïncidence. Voilà. Donc, alors maintenant, ce tableau vous montre, si vous voulez, eh bien, l'évolution des taux de... ça, ce n'est pas l'alphabétisation, mais là, je regarde disons, les proportions de population qui n'ont pas été à l'école, qui ont été à l'école primaire, qui ont terminé l'école primaire, qui ont terminé le lycée, l'école secondaire, ou qui ont terminé à un degré universitaire. Et vous voyez que dans les pays, vous voyez, dans les pays avancés, on est déjà en 60, vous avez déjà plus des 2/3 de la population qui ont terminé l'éducation primaire, d'accord? Et ça passe à 84. Vous voyez que dans les pays entre 60 et 2000, vous voyez que c'est plus que doublé, vous voyez, dans les pays en développement. Dans les pays en développement, le taux de scolarisation primaire fait plus que doubler, alors qu'elle est déjà assez élevée en 60 dans les pays développés. Elle augmente encore un peu, mais moins. Donc il y a un certain rattrapage des pays. Il y a un rattrapage des pays moins développés en matière disons, d'éducation primaire. Si vous allez maintenant vers l'éducation secondaire, ben là, nous, on double, on fait plus que doubler le pourcentage de la population qui suit une éducation secondaire, mais dans les pays en développement, on multiplie par pratiquement 5. Hein, donc, vous voyez, là, à nouveau, ils ne sont pas au même niveau que nous, mais en termes relatifs, ils augmentent beaucoup. Le taux de scolarisation secondaire augmente, d'ailleurs, il part de très très bas, hein, d'accord? Et alors, si on regarde l'éducation supérieure, là par contre, il part de très très bas et il termine à 3%. Nous, on part de 3 et on arrive à 13, vous voyez? Donc là, nous, on fait un plus gros effort sur l'éducation. Donc nous, l'effort essentiel entre 60 et 2000, c'est sur l'éducation supérieure. Nous, on est déjà relativement assez scolarisés dans l'éducation de base. Tandis que les pays en développement, eux, ils rattrapent énormément, même dans l'éducation de base. Vous voyez un petit peu comment? Donc on peut regarder par niveau d'éducation le rattrapage. D'accord? Levez la main s'il y a... Hein? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, alors ce diagramme, malheureusement, il n'est pas hyper clair, mais vous aurez les transparents, vous avez accès aux transparents. Je vais vous le décrire, d'accord? Alors ça, c'est l'évolution au cours du temps des taux c'est pour l'Angleterre, hein, d'accord? Et ça, c'est les taux d'alphabétisation des femmes et des hommes. Et vous voyez, là, mais en fait, la manière dont ça marche, c'est qu'en fait, cette courbe, vous voyez, elle est interrompue, mais en fait, pratiquement, on pourrait interpoler là. Ça fait peut-être des zigzags, mais ça arrive là, et pour les femmes, ça arrive là. Et c'est intéressant parce que vous voyez qu'entre 1600 et 1900, il y a une réduction des inégalités entre hommes et femmes en matière d'alphabétisation quand même. Alors que les femmes, c'est très très au-dessous, il y a quand même un rattrapage, voilà, hein, entre hommes et femmes. C'est pour l'alphabétisation. Si je regardais pour d'autres niveaux, peut-être c'est différent, ça prend plus de temps. Mais pour l'alphabétisation, on voit un rattrapage des femmes vers les hommes. D'accord? L'Angleterre, hein, ça c'est l'Angleterre. D'accord? Voilà. C'est quand même fou parce que là, je suis quand même en 1900. Vous voyez, il a fallu du temps, hein, quand même. Alors, l'origine ethnique, là, je regarde pour les États-Unis. Et là, je regarde le pourcentage de gens illettrés. Je sais que c'est un mot, donc n'a pas porté chance à tel président. Alors, donc, vous voyez que là, la population, vous voyez, le pourcentage de la population, ce qu'on appelle maintenant African American, enfin non-white, vous voyez, aux États-Unis. Donc African American, je pense avec hispanique, mais enfin, c'est essentiellement African American. Vous voyez qu'elle est très élevée. Évidemment, là, on sort à peine de l'esclavage. Mais vous voyez qu'il faut attendre, même encore en 50, vous voyez, on est très au-dessus pour African American qu'on l'est pour les autres. Vous voyez, et la convergence, elle est quand même progressive et elle se fait, vous voyez, on y arrive vraiment en termes d'illettrisme, mais c'est quand même une mesure assez crue, hein, l'illettrisme. Je ne parle même pas d'éducation secondaire ou d'éducation supérieure. Et vous voyez qu'on converge à peine en 1980, quoi. C'était assez effrayant, hein, ce diagramme.
Voilà. Alors, regardons le monde maintenant. Regardons comment le monde évolue. Et vous voyez que c'est intéressant. Ça, c'est les taux d'alphabétisation en 2015. Donc, là où c'est le plus foncé, c'est là où où l'alphabétisation marche. Alors, vous voyez que tous les pays hors Afrique, à l'exception de l'Afghanistan, ont un taux d'alphabétisation supérieur à 50%. Mais de grandes inégalités subsistent, notamment entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde. Vous voyez? Et donc ça, c'est intéressant. On voit tout ça très, très, très clairement. D'accord? Vous voyez? Quand c'est blanc, c'est analphabétisme. Quand c'est noir, c'est alphabétisme. Alors évidemment, vous voyez là, tout cette, ça c'est intéressant. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder par âge. Alors c'est intéressant parce que vous voyez en haut et en bas. En haut, je regarde les taux d'alphabétisation parmi les jeunes de 15 à 24. Et en bas, parmi ceux qui ont plus de 65. Et c'est toujours en 2015. Hein. Et on voit que évidemment, vous voyez, c'est quand même ça, c'est la partie optimiste, c'est qu'il y a moins l'alphabétisme. L'analphabétisme, il est surtout chez les gens de plus de 65 dans les pays moins développés. Ça veut dire que dans les pays développés, eh ben, quand même, les jeunes ont tendance, même là, à s'éduquer. Donc, on peut se dire, si on se projette vers l'avenir, ben, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que, normalement, la carte devrait devenir de plus en plus bleue au cours du temps. D'accord? Donc, en fait, dans de nombreux pays, les taux d'alphabétisation varient considérablement d'une génération à l'autre. La tendance mondiale, c'est que le taux d'alphabétisation est élevé, d'alphabétisation est plus élevé chez les jeunes, ce qui indique qu'au fil du temps, eh bien, le taux d'alphabétisation de l'ensemble de la population continuera à augmenter à mesure que, évidemment, ces jeunes vont devenir, voilà. Donc ça, c'est l'élément d'optimisme. Alors, je regarde maintenant ici, je regarde les tendances à long terme en matière de scolarisation et d'alphabétisation. En 1870, qui est à peu près là, seulement 1 personne sur 4 dans le monde avait été scolarisée. Et 1 personne sur 5 était capable de lire. Les inégalités mondiales en matière d'accès à l'éducation étaient très importantes. Aujourd'hui, en revanche, les estimations mondiales d'alphabétisation et de scolarisation sont supérieures à 80%, et les inégalités entre régions du monde sont beaucoup plus faibles qu'elles n'étaient. Donc, vous voyez là, les différentes régions, vous voyez qu'il y a quand même convergence, et vous voyez que globalement, eh bien, il y a quand même un gros recul de l'analphabétisme. D'accord? Donc ça va plutôt dans le bon sens. De réduction d'inégalités, si vous voulez, d'accord, en matière d'éducation. D'accord? Alors, on voit une chose, et je vais en venir quand je vais parler des théories, mais il y a des figures que je vais vous montrer plusieurs fois. J'aime bien revenir sur les choses, parce que ça rentre mieux, d'accord? Donc, comme ça, si vous le loupez une fois, vous l'avez encore une fois. Moi, je suis pour la 2e chance et la 3e chance, vous voyez. Là, ce diagramme est très important. Celui-là, il faut vraiment faire attention. Il vous représente en abscisse le PIB par tête de différents pays en 2009 et en ordonnée le nombre moyen d'années de scolarisation dans le pays. D'accord? Et la source est Barrow et Lee et Eston Summers Athènes. D'accord? Et vous voyez que, grosso modo, là c'est assez clair, plus un pays est riche, plus la scolarisation est élevée. Mais évidemment, ça vous donne juste une corrélation, ça ne vous donne pas une causalité, parce que la causalité, elle peut aller dans les deux sens. Un pays plus riche peut s'offrir plus de scolarisation, et davantage de scolarisation étant à vous rendre plus riche. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc pour le moment, c'est une corrélation, d'accord? Je reviendrai sur ça, mais c'est pour déjà vous planter des petites graines en vous, d'accord? Et je reviendrai là-dessus. Ça va, vous êtes toujours... Je vais trop lentement? Oui, un peu trop. Vous voulez que j'accélère? Oui, un peu? Bon. Oui, non, bon. Là, tout le monde n'est pas d'accord. Alors là, je représente le PIB par tête, et au lieu de regarder le nombre d'années à l'école, je regarde la qualité de l'éducation que je mesure par des tests. Et c'est par exemple PISA, mais il y a toute une série de tests qui mesurent l'aptitude verbale, mathématique, etc. des élèves, d'accord? Et à nouveau, on voit une corrélation fortement positive
globalement entre PIB par tête et qualité de l'éducation. Vous voyez, qualité du savoir. Alors donc l'indicateur, eh bien, il est construit en soumettant des élèves à des tests normalisés en mathématiques et en sciences. La corrélation est positive entre le revenu par habitant et les performances des élèves. Deux exceptions à la tendance générale, les États-Unis, vous voyez, les États-Unis qui sont plutôt en bas et la Chine plutôt en haut. Donc, si vous voulez, les États-Unis ont des scores de tests relativement bas pour un pays riche, et la Chine obtient des scores extrêmement élevés, étant donné son niveau de PIB par tête. Parce qu'ils ont mis un gros effort sur l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les États-Unis n'en mettent pas, beaucoup moins. D'accord? Donc, à ce niveau-là, hein, ils ont des universités formidables, les États-Unis, les Américains. Mais je ne conseille pas le modèle éducatif américain en primaire, secondaire, enfin, sauf quelques écoles très choisies. Ce n'est pas mon modèle, sinon. Mais contrairement à la plupart des pays où les tests ont été réalisés sur un échantillon représentatif d'élèves, les tests en Chine n'ont lieu qu'à Shanghai, la ville la plus dynamique du pays. Donc, évidemment, c'est un peu biaisé. Ça peut être une partie, mais enfin, je ne pense pas qu'il n'y ait que ça qui rentre en jeu. Voilà. Donc, voilà, à nouveau, on peut vous dire, la causalité peut aller dans les deux sens, d'accord? Donc là, à voir, et voilà. Mais déjà, je vous sensibilise à ça. Alors maintenant, je vais passer un peu aux théories, d'accord? Il est quelle heure, là? 14h23. J'ai le temps de passer aux théories. Ne vous en faites pas, j'ai juste prévu pour le temps qui nous est imparti. Donc, la théorie, maintenant. Quelle est la relation entre éducation et croissance? Alors, il y a essentiellement deux visions. Alors, il y a la vision que des gens qui ont eu des Nobel là-dedans, hein, d'ailleurs. Lucas Becker, donc ils ont eu Nobel pas la même année, c'est Robert Lucas et Gary Becker. Lucas Becker, l'idée, c'est la suivante. Lucas Becker, ils partent en fait de cette relation que j'ai écrite ici. Donc, je vais vous effacer cette équation-là. Et Lucas Becker, c'est de dire, ben voilà, le capital humain est un facteur de production. Donc, si j'augmente le H, j'augmente le Y. Vous allez me dire, est-ce que vous avez un prix Nobel pour ça? Non, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel. Hein. D'accord, mais je vous rends le truc très facile. Si j'augmente la quantité de H, j'augmente la quantité de Y. D'accord? D'accord? Mais vous allez penser que c'est très trivial, et vous allez voir qu'il y a des subtilités là-dedans. Et que ça conduit à des bagarres. Je me suis bagarré avec quelqu'un, enfin pas bagarré physiquement, hein. C'est eu une grosse bagarre intellectuelle avec Acemoglu là-dessus, je vous en parlerai dans un moment. Bon, donc le capital humain étant un facteur de production, évidemment, cette approche prédit que la croissance du PIB par tête, donc la croissance du Y sur L, si vous voulez, hein, la croissance du Y sur L, le PIB par tête, c'est Y sur L, la croissance du Y, ou du Y sur L, elle est liée à la croissance de H. Donc, si vous croyez dans cette théorie, vous vous dites, la croissance du Y, eh bien, est une fonction de la croissance de H. Vous voyez, c'est la croissance du H qui fait croître le Y, puisque le niveau de H vous donne le niveau de Y. Donc la croissance du H vous donne la croissance du Y. D'accord? Plus le H croît vite, plus je construis de nouvelles écoles rapidement, plus mon PIB augmente vite. D'accord? C'est ça, Lucas Becker. D'accord? Donc c'est tout à fait en accord avec ça. J'avais montré ici que vous voyez qu'il y avait une corrélation positive entre le H mesuré par les nombres d'années à l'école ou par les test scores et le PIB par tête. Vous voyez, ces courbes-là, ces figures-là sont en accord avec cette prédiction. D'accord? Bon, ça c'est la théorie de Lucas. Vous voyez, je vous l'ai refaite. Je vous avais dit que je vous la remettrai deux fois. Vous voyez? D'accord? Et je vous la remets là. Bon. Alors maintenant, il y a une autre approche. Et l'autre approche, donc c'est Lucas Becker, la première. J'aime bien prendre des craies plus grandes. Voilà. Donc la première, c'est Lucas Becker. Et la deuxième, c'est Nelson Phelps. OK? Donc la première, c'est Lucas Becker. Donc, OK. Lucas Becker, la croissance du Y est reliée à la croissance du H. Et l'autre, c'est Nelson Phelps. Et alors, c'est assez drôle, l'histoire de Nelson Phelps. Donc, là, c'est que la croissance du Y, elle est reliée au stock de H.
Et vous voyez, vous allez voir, c'est pas du tout trivial, cette histoire-là. Ça vous paraît comme ça, mais c'est très important de savoir. C'est un bon exercice pour illustrer que sans la théorie, on peut dire n'importe quoi et mal interpréter ce qu'on obtient. Je veux vraiment vous montrer aujourd'hui pourquoi ce va-et-vient entre théorie et empirique, c'est tellement important. Sinon, on fait des bêtises. Même les meilleurs économistes, même le number one, Aceboglou, je crois qu'il est number one world, eh bien là, il fait une grosse bourde. Voilà, parce qu'il n'a pas fait ça. Je vous montrerai, je vous expliquerai. Mais il n'aime pas qu'on lui dise, c'est un peu comme quelqu'un d'autre, il n'aime pas qu'on lui dise qu'il a tort. Je ne dirai pas qui. Bon, voilà. Moins bien. L'autre, il finit par reconnaître au bout d'un mois. Bon, alors, donc, alors, quelle est l'idée de Nelson Phelps? Alors d'abord, Phelps, c'est un économiste qui a eu le prix Nobel en 2006. Il pensait qu'il ne l'aurait jamais. On avait fait un truc pour lui avec Stiglitz et d'autres, et on lui avait organisé un Festschrift, qui était une conférence en son honneur. Et c'était en septembre 2001 à New York, le 17 septembre, le 18 septembre. Et bien tout le monde est venu. Vous vous rendez compte? C'est sympa quand même, hein, il fallait le faire, hein, prendre l'avion pour New York une semaine après le... Hein, voilà, donc c'était en 2001 qu'on avait fait sa Festschrift, et il a eu le prix Nobel en 2006, voilà. C'est sympa quand même. Hein. Bon. Alors, Nelson Phelps, ils avaient fait leur truc avant Lucas Becker. Et quand moi j'ai commencé à travailler avec Howitt sur la croissance endogène, je devais écrire un bouquin, je voulais faire un chapitre sur l'éducation, et je me dis, mais c'est le désordre. J'allais faire un mot avec un B, mais ça se fait pas. Je ne comprends plus, parce que chez l'un c'est comme ça, chez l'autre c'est comme ça, comment on relie? La théorie de Nelson Phelps, c'est la suivante. C'est de dire, une des sources de croissance, c'est de rattraper la frontière technologique. Donc, supposez que le A-bar, c'est la frontière technologique, et vous êtes là. Eh bien, oubliez les maths, si vous n'aimez pas les maths. L'idée, c'est, je veux rattraper ce qui se fait de mieux. Eh bien, l'idée, c'est que quand j'ai un stock de capital humain plus grand, je rattrape plus vite la frontière technologique. D'accord? Vous voyez le raisonnement? Exemple, la Chine. Exemple, la Chine a beaucoup de capital humain. Vous voyez comme elle nous rattrape vite? D'accord? Voilà. Mais eux, ils ont écrit ça en 66. Donc, c'était bien avant le... D'accord? À l'époque, la Chine, ça ne marchait pas très fort. D'accord? Donc, c'est quand même très visionnaire. Voilà. Donc, c'est très important parce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, selon Nelson Phelps, ce qui compte pour la croissance, ce n'est pas le taux de croissance du capital humain, c'est le niveau de capital humain. D'accord? Donc, vous voyez, si j'ai plus de H, eh bien, je rattrape plus vite. Vous voyez, je rattrape plus vite la frontière. Donc, mon Y, c'est un A fois quelque chose. Le A, c'est ma productivité. Et l'idée, c'est que, évidemment, je peux faire de la croissance. Vous voyez, chez Lucas Becker, on ignore le A et on pense que la croissance, c'est uniquement de l'accumulation de facteurs. Donc, on se dit, plus j'accumule du capital humain vite, plus je crois vite. Chez Lucas Becker, on est déjà dans un monde de croissance endogène avant la lettre. Il n'y avait pas encore la théorie schumpeterienne, mais elle va très naturellement avec Nelson Phelps. C'est de se dire, ce qui est important, c'est ce monsieur-là, ou cette personne-là, ou cette dame-là, hein, et de dire, la croissance du A, ben, elle va d'autant plus vite que j'ai plus de capital humain, que mon stock de capital humain est plus important. Et Nelson Phelps, ils appelaient ça la best practice. C'est très beau comme nom, hein, le A-bar, la best practice. Vous essayez d'atteindre la best practice. Mais plus vous êtes éduqué, plus vous apprenez la best practice. Vous voyez? C'est beau comme idée quand même. C'est poétique, non? Hein, voilà. Bon. Voilà. Donc vous pourrez dire, ben voilà. Donc si je crois dans cette relation, eh bien, je me dis, c'est le stock de capital humain. Alors, ceux qui ont dit, ben, finalement, il y a les deux qui sont importants, eh bien, c'est Alan Krueger. Alan Krueger, il a été conseiller, il a travaillé pour Obama, notamment. Je me demande s'il n'était pas dirigé par le Council of Economic Advisors, où il était en tout cas un des conseillers principaux d'Obama, Alan Krueger. Et Lindahl est un Suédois. Et Alan Krueger, qui était de 2 ans mon aîné à Harvard quand j'étais étudiant. Lui était 2 ans avant moi. Eh bien, il montre qu'en fait, la croissance du PIB dépend des deux. C'est-à-dire que dans la réalité, sur les données, qui sont des données pays en panel, eh bien, c'est une fonction à la fois de la croissance du capital humain et du stock de capital humain. Les deux sont importants. Si vous avez un capital humain en stock plus important, vous croyez que c'est plus vite, mais également, si vous le faites croître, vous générez de la croissance également. Les deux sont importants. Alors, ça a l'air tout à fait idiot ce que je vous dis là, mais vous allez voir, parce que ça va être un film à suspense. Je ne sais pas que vous ne serez pas endormis quand j'arrive à la fin du truc. C'est que je vais vous montrer que si on ne doit pas cette vision-là, on peut dire des grosses bêtises.
Et vous allez voir la grosse bêtise qu'un copain à moi a pu faire. Voilà. Ben voilà, c'est lui. Alors voilà. Mais c'est une seule fois que je me suis bagarré avec lui, parce qu'il déteste avoir tort. Il déteste avoir tort. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne reconnaîtra pas il l'a reconnu de manière indirecte, mais pas avec moi, avec d'autres, voilà. Mais pas avec moi, voilà. C'est la seule fois qu'on s'est vraiment bagarré, quoi. Mais ça a été une grosse bagarre, on ne s'est plus parlé pendant des mois, c'était terrible, terrible. Voilà. Donc, je vais revenir avec ça, c'est à propos de la santé. Donc, gardez bien en mémoire cette chose-là. Et vous allez voir que quand on spécifie mal un modèle, on interprète on interprète des résultats empiriques mal. On leur fait dire la mauvaise chose, d'accord? Et c'est très important pour la politique économique, parce que si vous prenez des résultats empiriques et vous les interprétez mal, ça fait ensuite des recommandations de politique économique qui ne sont pas les bonnes. Alors, on va revenir à ça tout à l'heure. Ça va? Pas trop rapide? Peut-être un peu lent, peut-être, oui. Bon. Alors, il y a eu, donc il y a eu ça, d'accord? Et d'ailleurs, j'aurais dû traduire en français, là, l'éducation en croissance. Mais donc, il y a eu des extensions là-dessus. Donc, sur l'éducation croissance, sur le stock de capital, eh bien, le stock de capital, on peut le mesurer par le nombre d'années, ou on peut le mesurer par... Alors là, ce que j'ai en abscisse, c'est j'ai le stock de capital. Là, j'ai des mesures du stock. Et en ordonnée, j'ai la croissance du Y, si vous voulez, du PIB par tête. La croissance du PIB par tête, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que si je mesure le H par la qualité de l'éducation, là, je vois vraiment qu'il y a une relation très positive. Mais si je mesure le H par juste le nombre d'années, c'est beaucoup moins clair. Vous voyez, c'est intéressant, ça. Si je le mesure par le nombre d'années, je trouve très légèrement, même pas du tout positif. C'est vraiment la qualité qui vous le donne. Si vous faites la relation entre le H et la croissance en données de pays, c'est peut-être moins vrai à l'intérieur d'un pays, c'est surtout la qualité qui compte. C'est important ça, parce que, vous savez, c'est important de dire, c'est pas juste combien je dépense en éducation, c'est comment je dépense. Vous savez, nous, on dépense autant que les Finlandais, mais les Finlandais, alors maintenant, je pense qu'on fait des bonnes réformes en France en ce moment sur l'éducation, mais on a longtemps dépensé autant que la Finlande avec des moins bons résultats que la Finlande. Vous voyez, donc c'est pas juste combien on dépense, c'est pas juste la longueur, c'est combien d'années. Par exemple, en Afrique du Sud, l'école est obligatoire maintenant il y a 12 ans d'école, mais la plupart des écoles, on n'apprend rien du tout. Vous voyez, donc c'est pas juste le nombre d'années. Moi, je me rappelle de pays qui disaient, nous, on est content, on a construit tant d'écoles. Oui, mais qu'est-ce qui s'y passe? Vous avez été regarder? Tu vois? Et comment vous faites des tests, etc. Et voilà, la qualité est très importante. Voilà, bon, ça, juste en passant. Donc, la gouvernance est très importante. D'accord? C'est pas juste combien vous dépensez, ça relie à la réforme de l'État. C'est important de dépenser, mais en même temps de bien dépenser et d'avoir une bonne gouvernance avec la dépense. Voilà. Alors, il y a également l'éducation supérieure. Là, je n'ai parlé que de l'éducation en tant que telle. Mais il y a l'éducation supérieure et l'éducation... Vous pouvez savoir, je dois avoir un stock de capital en quoi? Est-ce que je dois avoir beaucoup de gens primaires, secondaires, ou aussi beaucoup de gens qui ont fait des degrés universitaires? Et là, la théorie, et là j'ai développé beaucoup moi, avec des co-auteurs, et la théorie est la suivante, c'est que je vous en ai parlé déjà, la croissance de la productivité ou du PIB par tête résulte de l'imitation de l'innovation. En gros, j'ai élargi Nelson Phelps. J'ai dit, voilà, il y a une des sources, c'est d'aller de A vers A bar, mais l'autre, c'est d'aller de A vers gamma A, où gamma est plus grand que 1. C'est-à-dire, une des manières d'augmenter la productivité, c'est de rattraper la frontière. L'autre, c'est d'innover sur soi-même. Oubliez les maths. D'accord? J'ai deux manières de faire de la croissance. L'une, c'est la Chine peut imiter la France, ou elle peut innover sur elle-même. Quand je suis un pays qui n'est pas développé, c'est surtout l'imitation qui va me faire croître. Mais quand je suis un pays déjà proche de la frontière technologique, c'est l'innovation frontière qui va me faire croître. D'accord? Or, ces deux types de manières de faire de la croissance et de la productivité ne sont pas reliés au même type d'éducation. Si vous voulez faire surtout du rattrapage, primaire, secondaire et disons licence, ça suffit. Si vous voulez faire de l'innovation frontière, il vous faut des écoles doctorales très bonnes. C'est ça que j'ai expliqué en France. J'ai dit, voilà, nous, on a eu une croissance, les 30 Glorieuses, c'était beaucoup une croissance A vers A bar, d'accord? Ça, c'est très les 30 Glorieuses. Maintenant, nous devons faire de la croissance comme ça. Et pour de la croissance comme ça, nous devons investir plus et mieux dans l'éducation supérieure et la recherche.
D'accord? Et donc là, c'est une autre extension de Nelson Phelps. Donc je reprends Nelson Phelps, mais je dis, voilà, il y a différents types d'éducation qui sont reliés à différents types de croissance de la productivité. Vous voyez? D'accord? Et c'est là que les théories d'éducation. Si on vous dit que c'est quoi, il y a Lucas Becker d'un côté, Nelson Phelps de l'autre. Mais Nelson Phelps, avec les deux extensions, l'un, c'est l'aspect qualité qui est important, et l'autre, c'est de dire, attention, selon que tu veux faire imitation ou innovation, tu dois mettre plus ou moins l'accent sur éducation primaire secondaire versus éducation supérieure. Je ne suis pas en train de dire que dans un pays développé, il faut relâcher l'effort sur le primaire secondaire. Il faut maintenir l'effort sur le primaire secondaire, c'est le socle sur lequel on bâtit, mais en plus, il faut faire éducation tertiaire. Alors, vous me direz, vous trouvez l'argent où? Ben là, la réforme de l'État, etc. Enfin bon, je ne vais pas parler de ça maintenant. D'accord? Voilà. D'accord? Donc là, c'est un tableau qui vous montre simplement, si je regarde la dernière colonne, que en fait, proximity, ça veut dire à quel point le A est proche du A bar. Donc, plus un pays a une productivité proche de la productivité américaine, plus avoir une plus grande fraction de gens avec un diplôme universitaire est bon pour la croissance. Ce que j'appelle fraction, c'est la fraction des gens qui ont un diplôme universitaire plutôt qu'un diplôme seulement secondaire. Et on voit très clairement, ça s'est montré sur des données de pays, mais je l'ai fait beaucoup mieux avec des données d'États américains. Et là, j'avais un instrument qui pouvait m'aider à le faire. Je ne vais pas vous embêter avec les instruments et de causalité, mais je pouvais montrer que c'était un lien causal. Il y a vraiment une relation causale du type d'éducation vers le type de croissance que l'on génère. Voilà. Et là, c'était État américain. Les États près de la frontière, c'est le Massachusetts, c'est la Californie, c'est le Connecticut. Là, c'est Research Education. C'est vraiment l'éducation, voyez, au niveau des doctorats qui est importante. Et par contre, quand vous êtes le Mississippi ou l'Alabama, c'est vraiment l'éducation primaire, secondaire et 2 years college qui sont vraiment importants pour la croissance. Voilà, donc ça termine la partie éducation. Vous voyez, je vais avoir, à mon avis, beaucoup de temps. Parce que j'ai fini la partie éducation. Alors, je pensais commencer directement la partie santé, et puis j'ai l'impression que je vais finir trop vite aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis un peu trop vite. J'aime bien qu'on allant lentement. Alors maintenant, on va passer à la santé, et je reviendrai à l'éducation à la fin. Alors, on commence. Est-ce que c'est trop rapide? Non, non, c'est bon, ça va. Alors, on commence. Ça va venir là, le temps que ça arrive. Santé. Voilà, santé. Très bien. Alors, j'ai parlé jusqu'à maintenant de l'éducation, d'accord? Et maintenant, je vais maintenant vous parler de la santé. Alors voilà, il y a eu un autre prix Nobel, un Gus Deaton, vous voyez, je vous donne que des prix Nobel. Hein. Deaton. Alors, Phelps, il est venu à ma leçon inaugurale, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, mais Phelps est venu, c'était sympa. Alors, Angus Deaton, qui est un co-auteur avec qui j'ai travaillé, avec lui, Alexandra Roulet, sur le bonheur. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'économie du bonheur également. Et il a un livre qui s'appelle... alors ici, c'est le titre en anglais, mais en fait, le livre est traduit en français. Et ça s'appelle La Grande Évasion, parce que vous avez vu certainement le film avec Steve McQueen, La Grande Évasion. Il y a ceux qui s'évadent. Bon, ça ne se termine pas très très bien, je ne serais pas censé vous dire comment se termine un film, ça ne fait pas bien. Mais il y a ceux qui s'évadent, et tout le problème, c'est ce qu'ils vont aider ceux derrière eux à s'évader également. Et le problème un peu, donc, quand on regarde mondialement, c'est qu'il y a ceux qui s'évadent, et la question c'est qu'il y en a qui disent je me suis évadé, je vais aider les autres. Tu vois, les premiers de cordée, tu as les premiers de cordée qui aident les autres à venir, mais tu as les premiers de cordée qui coupent la corde parce qu'ils veulent être surtout les seuls premiers de cordée, quoi. Voilà. Donc, et un peu le livre de Deaton, c'est là-dessus, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des gens plutôt qui tirent la corde ou qui la coupent, quoi. Voilà, en gros. Mais voilà. Donc et il parle donc d'inégalité à la fois si tu veux, de richesse et revenus, dont j'ai parlé la semaine dernière, mais il parle également d'inégalité en santé. Et Angus Deaton vient d'une famille, c'est très intéressant, le parcours individuel de Deaton. C'est pour ça qu'il est passionnant ce livre, parce qu'à la fois c'est un merveilleux livre sur l'histoire des inégalités de revenus et des inégalités de santé mondialement, mais également c'est son histoire personnelle. Angus Deaton, il vient d'une famille plutôt écossaise, enfin du nord de l'Angleterre, enfin ou Écosse, de mineurs, voilà. Et donc, et Angus Deaton n'a pu s'éduquer que parce qu'il était bon au rugby. Et comme il était bon au rugby, l'université de Cambridge l'a accepté comme étudiant. S'il avait été mauvais au rugby, il n'y aurait pas eu Angus Deaton, il n'existerait pas, quoi. Voilà. Enfin, vous n'auriez jamais entendu parler de lui, quoi. Et vivre dans une famille de mineurs en Angleterre, même à l'époque où Deaton est né, c'était vraiment pas génial. Les perspectives de mobilité sociale étaient quasiment nulles.
Et évidemment, point de vue santé, ce n'était pas brillant non plus. Et donc, tout ça est raconté très, très bien, quoi. Et comment Angus, grâce au rugby, a pu étudier à Cambridge et est devenu ensuite le Angus Deaton qui a eu un prix Nobel d'économie. C'est une merveilleuse histoire, l'histoire d'Angus Deaton. Donc voilà, donc je vais doucement quand même, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est terrible, je vais terminer bien avant. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le temps passe tellement lentement? J'ai l'impression que je vais... Alors, le PIB par tête, vous voyez que le PIB par tête, vous voyez ce qu'on avait vu déjà, cette courbe, je vous l'ai montrée 10 000 fois, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose, et puis qu'à partir de 1800, il y a une accélération dans la croissance du PIB par tête. Voilà. Il y a un décollage. Eh bien, l'espérance de vie, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous regardez jusqu'à 1850, alors elle est plus élevée en Europe que dans d'autres, voyez, mais vous voyez, c'est à peu près parallèle, et puis ça se met à décoller d'abord en Europe, hein, et puis ensuite États-Unis, Amérique, enfin Europe, Amérique, là c'est l'Europe, là c'est l'Amérique, et puis ensuite le reste du monde, vous voyez, et ça vient plus tard, et le décollage pour eux a lieu... vous voyez, 1930, 1920, 1930, etc. Donc, mais c'est intéressant. Alors évidemment, vous voyez que l'espérance de vie est un peu en retard sur le PIB par tête quand même. Hein. Vous voyez, le PIB par tête, ça commence à décoller en 1820. Sur le plan de l'espérance de vie, le décollage a lieu un peu plus tard. Mais la forme est la même. Donc on veut essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. D'accord ? Donc là, on peut regarder pour des pays... donc là, vous avez le PIB par tête. Donc, si on regarde le PIB par tête, ça c'est simplement, là, ce n'est pas du tout la santé. Là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais je vous le montre à nouveau pour vous rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez que, ben voilà, vous avez différents pays, tous connaissent un décollage plus ou moins rapide. Là, vous avez les années, ces années-là, les années 50, ça c'est la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui est juste avant les années 50, et puis ça reprend, d'accord, et évidemment, vous avez des pays qui sont en retard. Par exemple, la Chine est très en retard sur le reste et la Chine décolle plus tard. Voilà. Donc, en gros, à retenir, ça on l'a vu 10 000 fois, peu de changements dans le niveau de vie, ce qui est mesuré par le PIB par tête depuis l'Antiquité, pas de croissance soutenue et continue, jusqu'au décollage 1820. La révolution industrielle débute en Angleterre, elle se diffuse ensuite aux États-Unis, au reste de l'Europe, avant d'atteindre le Japon dans un troisième temps. Et après la Seconde Guerre mondiale, la croissance du PIB par tête s'étend à la Chine, surtout après 1978, après Deng Xiaoping. D'accord ? Ça, c'est les tendances du PIB par tête. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur l'espérance de vie ? Eh bien, sur l'espérance de vie, on retrouve un timing un peu une chose similaire, c'est-à-dire peu de changements de tendance avant 1750. L'espérance de vie a d'abord progressé en Europe, vous voyez, et en Amérique, avant de se diffuser à l'Asie et ensuite à l'Afrique ici. Voyez, donc on a à peu près le même séquençage de pays en termes de décollage. Mais évidemment, ça se passe un peu plus tard pour l'espérance de vie par rapport au PIB par tête. D'accord ? Voilà ce qu'on voit sur ce diagramme. Alors, maintenant, il y a des choses très intéressantes qu'on peut noter. Il y a plusieurs choses amusantes qu'on va voir là-dessus. Donc là, ici, la convergence en espérance de vie, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les régions moins développées du monde ont vu leur espérance de vie passer de 42 à 66 ans. Vous voyez, alors, donc déjà, vous avez ici, ça c'est l'espérance de vie à la naissance, hein, d'accord ? Elle est de 69 ans en Europe en 50, elle passe de 69 à 79. Mais vous voyez que, par exemple, en Chine, je crois que ça c'est la Chine, et en Chine, vous voyez comme ça grimpe. Hein. Alors évidemment, pourquoi c'est retardé ? Ben, il y a toutes les histoires de grands bonds en avant et toutes les bêtises de Mao Tse-tung, hein, ça coûte cher. Bien. Où il y a des gens ici qui trouvaient que c'était génial. Vous vous souvenez, moi, je me rappelle en 68, je rencontrais des gens qui trouvaient que c'était absolument super ce qui se passait là-bas, etc. Bon, voilà. Alors, vous voyez les résultats. Vous voyez, ce qui est bien avec les chiffres, c'est que les chiffres ne trichent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Les chiffres, ils vous disent la vérité de ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, voilà. Et là, vous avez un décollage. Bon, donc là, vous voyez la Chine qui rattrape. Alors, le rattrapage a été plus rapide. Vous voyez, donc, le rattrapage est plus rapide que la croissance de l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, elle augmente de 10 ans son espérance de vie, alors que les autres pays, notamment la Chine, augmentent de beaucoup plus que 10 ans. Vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle convergence en espérance de vie. L'écart est moins important
avec le leader en 2010 de 26 ans et demi, qu'en 1950, il est de 32 ans pratiquement. Alors évidemment, la Chine, comme je vous disais, il y a la grande famine de 58-61 qui évidemment vous fait que la Chine n'est pas sur le même sentier. C'est intéressant comment ces événements, on les voit sur ces diagrammes. Hein? Vous voyez? Voilà. Alors, homme-femme, ça c'est intéressant, ça aussi. Alors, donc ça c'est aux États-Unis. Hein? Et on voit qu'en fait, eh bien, pour les hommes comme pour les femmes, il y a une augmentation rapide de l'espérance de vie dans la première partie du XXe siècle. Alors, vous avez l'épidémie de grippe espagnole, là, vous voyez, qui est là, qui arrive. Vous voyez, c'est incroyable, hein, c'est terrible, en 1918. L'espérance de vie est toujours plus importante pour les femmes que pour les hommes. Elle est de 3 ans en 1900, mais elle se creuse, l'écart se creuse au cours du XXe siècle. Et la cause principale, c'est le tabac. Le plateau observé pour les hommes entre 40 et 60 est lié à la consommation importante de cigarettes. Vous voyez là, il y a un plateau là, et là c'est les cigarettes. Alors, après ils arrêtent et alors ils se remettent à augmenter. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient continué comme les femmes. Mais là, c'est vraiment la consommation de cigarettes qui, là, explique que les hommes s'écartent beaucoup des femmes en espérance de vie. Intéressant. D'accord? Alors là, c'est la noblesse versus le reste de la population. Ah, alors ça se passe en Angleterre. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que ça commence en 1550. Et entre 1550 et 1750, l'espérance de vie est comparable entre la noblesse anglaise et le reste de la population. À cette époque, rien ne protégeait des maladies, la variole en particulier, touchait sans discrimination, voyez. Et on mourait beaucoup donc de maladies contagieuses à l'époque, plutôt que de maladies chroniques. Et les maladies contagieuses, eh ben, elles touchaient à peu près tout le monde. Et vous voyez qu'à partir de 1950, il y a un décollage dans l'espérance de vie de la noblesse, alors que l'espérance de vie du reste de la population stagne. Et en fait, pourquoi? Parce qu'avec l'avènement des Lumières, la science prend une place importante dans la société et le traitement médical est mieux accepté. Vaccin contre la variole, par exemple, arrive à un certain moment. Et évidemment, les traitements existent, mais ils sont chers. Seuls les riches peuvent se les payer, les pauvres ne peuvent pas. Et vous voyez le décollage. Et vous voyez donc la divergence des deux courbes. D'accord? Alors là, c'est la mortalité infantile. Alors ça, c'est le nombre d'années qui vous reste à vivre. D'accord? Alors c'est comme ça que la courbe en gras, c'est le nombre d'années qui vous reste à vivre quand vous êtes à la naissance. Et à 15 ans, c'est le nombre d'années qui vous reste quand vous êtes à 15 ans. Repartons de la droite. C'est assez normal. Vous avez à peu près 15 ans d'écart, là. C'est assez normal que, vous voyez, pour nous, ben, quand tu as 15 ans, il te reste 15 ans de moins à vivre. D'accord? Vous êtes avec moi? Voilà. Et pourquoi ce n'est pas vrai là? Oui, mais ce qui est surprenant, c'est que là, ce n'est pas le cas. Vous voyez, là, les deux courbes sont confondues. Même, en fait, l'espérance à 15 ans, elle est légèrement plus élevée que l'espérance à la naissance. Pourquoi? Parce que jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'Angleterre et les Pays de Galles. Hein. C'est-à-dire presque tout le monde entier, sauf quelques petites choses autour. Mais bon. Alors, c'est qu'en fait, eh ben, vous avez une mortalité infantile très, très élevée. Donc, si vous avez passé le cap de l'enfance, vous avez passé le test darwinien, quoi, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Vous allez survivre longtemps. C'est pour ça. Quand vous avez de très forts taux de mortalité infantile, les deux courbes se confondent pratiquement. Même à la limite, la courbe de mortalité, de nombre d'années à 15 ans, conditionnellement à être en vie déjà depuis 15 ans, et au contraire, vous avez plus d'années à vivre qu'à la naissance, puisque vous avez passé le cap de la mortalité infantile. Vous comprenez? C'est pour ça. Vous arrivez à comprendre cette chose-là? Mais vous êtes formidable. Vous êtes fantastique. C'est génial. J'ai une classe du tonnerre de Dieu. Bon, ben voilà. Et voilà. Et donc, c'est assez drôle. C'est pas drôle du tout. C'est frappant, je veux dire. Vous voyez, regardez. Là, on voit bien les 15 ans, mais là, on ne les voit plus du tout parce que vous avez cette mortalité infantile très forte. D'accord? Donc, dans les pays riches, alors ça, c'est l'Angleterre. Dans les pays riches, les risques de mortalité infantile ont diminué radicalement au début du XXe, d'où l'inversion des courbes. Donc, on la voit là, l'inversion des courbes. Mais évidemment, si je regardais d'autres pays moins développés,
j'ai l'inversion des courbes, si elle se produit beaucoup plus tard qu'en Angleterre. D'accord. À vos souhaits. Alors maintenant, l'espérance de vie après 50. Alors là, on regarde le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre quand il a atteint 50 ans. Avant 1950, les améliorations d'espérance de vie concernaient principalement les enfants. Donc à 50, il n'y a pas grand-chose, vous voyez, c'est assez plat, vous voyez, alors que le 15 ans augmente, mais le 50, ce n'est pas tellement. Mais après 1950, vous avez une hausse considérable de l'espérance de vie après 50 ans. Et certains pays ont fait mieux que d'autres. Le Danemark et les États-Unis ont peu progressé comparé au Japon. Alors comment on a réussi à augmenter l'espérance de vie conditionnelle à atteindre 50 ans? Ben, vous connaissez la réponse. Il y a au moins deux manières. La première, c'est le tabagisme. Les taux de mortalité des personnes âgées de 50 à 69 atteintes d'un cancer de poumon. Vous voyez que ça augmente beaucoup. Là, c'est les États-Unis. Tout le monde a une courbe en U inversée. Ça augmente beaucoup entre 50 et 70 cas, et ça rebaisse depuis, vous voyez. D'accord? Là, c'est le Danemark, vous voyez. Donc, non, ça, c'est toujours États-Unis. Et ça, c'est hommes et femmes. Les femmes, c'est vrai, mais vous voyez, les femmes, c'est retardé. Le haut est retardé par rapport un petit peu retardé par rapport au maximum pour les hommes. C'est moins élevé, et ils atteignent leur maximum un peu après 90, alors que chez les hommes, on atteint le maximum un petit peu avant 90. Voilà. Donc, pour les hommes, la réduction du tabagisme à partir des années 70-80 s'accompagne d'une baisse du nombre de décès. Donc, si vous voulez, il y a un retard, parce qu'en fait, on commence à moins fumer 20 ans avant, mais on voit l'effet sur la mortalité, sur l'espérance de vie à 50 ans, 20 ans plus tard. C'est pour ça que le haut apparaît juste avant 90, parce qu'il y a ces 20 ans. En général, quand vous fumez beaucoup, vous passez à la caisse 20 ans après. D'accord. Alors, pour les hommes, la réduction du tabagisme à partir des années 70-80 s'accompagne d'une baisse du nombre de décès causés par un cancer du poumon 20 ans plus tard. Comme le tabagisme s'est développé plus tardivement chez les femmes, la baisse du nombre de décès causés par un cancer de poumon ne fait que s'amorcer. Enfin, ça s'est commencé plus tard que pour les hommes. Voilà. Donc voilà un petit peu donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est une des causes pourquoi il y a eu très tardivement l'augmentation d'espérance de vie conditionnellement à 50 ans. C'est parce que vous étiez retenu par le tabac. Une des sources, c'était le tabagisme. Alors, vous aviez une autre cause qui était les maladies cardiovasculaires. Donc, mortalité causée par une maladie cardiovasculaire depuis 1950 chez les hommes. Et la cause principale de décès dans les pays riches. Vous voyez, avant 70, vous avez des niveaux stables, et après, vous avez eh bien, une chute. Eh bien, il y a une innovation médicale qui a joué, c'est les diurétiques qui réduisent l'hypertension, un des principaux facteurs de maladie cardiaque. Ça a été une chose importante. Voilà. Donc là, il y a eu vraiment... et peut-être l'alimentation. On n'en parle pas, mais je pense qu'on mange moins de tripes à la mode de Caen, parce que là, il y a de Caen, là, Simon, là. C'est toute ta faute, là, non? Bon, voilà. On mangeait comme différemment, je me rappelle. Voilà, en tout cas, voilà, donc c'est intéressant de voir cette... donc en fait, voilà, donc on voit que sur les plus de 50 ans, baisse du tabagisme et baisse des maladies cardiovasculaires était un des facteurs qui fait que récemment, eh bien, là, il y a eu une augmentation de l'espérance de vie conditionnellement à avoir atteint 50 ans, mais pas avant, voilà. Hein, voilà. Alors là, je vais vous parler à nouveau de santé et PIB par tête, et après, je vais vous parler de santé et de croissance, d'accord? Donc, je vais tout doucement. Donc, je commence d'abord pour vous parler de santé et de PIB par tête, et après, je vais revenir à santé et croissance, d'accord? Donc, j'y vais tout doucement. Voilà. Alors, eh bien, la relation entre santé et PIB par tête est régie par la courbe de Preston, voilà. Et est-ce que ce n'est pas le bon moment de nous arrêter? Il est 56, et je reprends dans 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Voilà, bah écoutez, je reprends. Donc, en fait, si vous voulez, si on regarde d'abord, si on essaie de relier vous voyez, de la même manière, tout à l'heure, j'avais fait pour l'éducation, j'avais commencé par relier le PIB par tête, le niveau de PIB par tête, au niveau, à des niveaux d'éducation. Et ensuite, j'avais dit, quand je peux regarder la relation entre éducation et croissance, en disant, une des manières, c'est de dire plus de revenus, plus de PIB par tête, pardon, plus d'éducation vous donne plus de croissance, ou l'autre de dire, l'un c'était de relier
disons, le niveau de PIB par tête au niveau d'éducation, donc la croissance du PIB par tête à la croissance du niveau d'éducation, et de dire, ça c'est l'approche Lucas, et l'approche Nelson-Phelps, c'est de dire, je relie la croissance du PIB par tête au niveau d'éducation, d'accord? Donc j'ai été par petits bouts, mais j'avais commencé par regarder la relation entre PIB par tête et niveau d'éducation. Et là, je vais faire la même chose, je vais commencer par regarder la relation entre PIB par tête et niveau de santé, d'accord? Donc là, en fait, il y a ce qu'on appelle la courbe de Preston. Et là, en fait, vous la construisez en mettant différents pays. Évidemment, vous donnez plus de poids à la Chine, à pays qui sont davantage peuplés qu'aux pays qui sont moins peuplés, parce que sinon, ça n'a pas de sens de compter un tout petit pays. Si je compte la Chine autant que le Liechtenstein, ce n'est pas sérieux. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle des régressions de pays en comparaison de pays pondérés par la population des pays. Donc on regarde l'espérance de vie en fonction, donc si vous voulez, on regarde l'espérance de vie en fonction du PIB par tête. Et on voit en gros que ça a cette forme-là, vous voyez. Donc Samuel Preston en 1975, assez récent. Chaque point est un pays représenté par un cercle dont la superficie est proportionnelle à sa population. Et on voit une corrélation positive, vous voyez, on voit une corrélation positive à un moment donné entre donc là, c'est fait en 2010, vous voyez, et tout ça est en 2010. En 2010, je vois une corrélation positive entre le niveau de PIB par tête et l'espérance de vie. Mais ce que vous voyez, c'est que c'est quand même une courbe qui est non seulement croissante, mais elle est ce qu'on appelle concave. C'est-à-dire que vous voyez que ici, quand je pars de là et que je me développe, l'espérance de vie croît très vite. Et par contre, quand je suis déjà très développé, l'espérance de vie, c'est beaucoup plus dur de la faire croître. Il y a des rendements décroissants dans l'augmentation de l'espérance de vie, vous voyez. Et c'est ça qui est la source de la convergence. C'est qu'en gros, les pays qui rattrapent, ils ont leur espérance de vie qui croît beaucoup plus vite que ceux qui sont déjà des pays avancés. Vous voyez ça? Donc, plus de PIB par tête augmente mon espérance de vie, mais d'autant plus si je pars d'un niveau très bas. Si j'ai déjà un PIB par tête très élevé, d'augmenter mon PIB par tête de tant de dollars, ça va augmenter de beaucoup moins mon espérance de vie à moyenne dans mon pays que si je pars d'un niveau initial de PIB par tête très bas. D'accord? Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de Preston. D'accord? Donc ça, c'est important. On dit courbe de Preston, tac, vous pouvez dire ce que c'est. D'accord? Alors évidemment, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont plutôt en dessous. Vous voyez, les États-Unis, par rapport à ce qu'ils représentent, ils sont plutôt un peu en dessous. Le Japon, qui a un PIB par tête en dessous des États-Unis, a une espérance de vie plus élevée, vous voyez? Donc ils ont un système, peut-être ils mangent au lieu de manger des hot dogs, ils mangent des sashimi, et ça aide, ou de la nourriture plus saine, et ils ont une vie plus saine, ils fument moins, ils ont une vie plus saine, quoi. Voilà. Finalement, on s'y met tous, quoi. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder, on peut à une année donnée, on peut tracer la courbe de Preston. Mais ce que je peux faire également, c'est que je peux voir comment cette courbe évolue au cours du temps. Vous voyez? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ça, c'est la courbe de Preston en 60, et ça, c'est la courbe de Preston en 2010. C'est-à-dire que pour un même revenu, pour un même niveau de PIB par tête, vous avez, grosso modo, en moyenne, plus d'espérance de vie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe en fait? Un pays donné va se développer parce qu'il va augmenter son PIB par tête, mais en même temps, il va profiter de progrès techniques dans la médecine. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait que pour un même niveau de PIB par tête, il va pouvoir faire mieux que ce qu'on faisait avant. Vous comprenez? Parce que la courbe de Preston se déplace. Quand l'Angleterre avait le niveau de PIB par tête que la Chine a, eh bien, l'espérance de vie était beaucoup moins grande en Angleterre qu'elle n'est en Chine, parce que la Chine a profité du progrès technique en médecine. D'accord? Donc vous voyez, on peut faire le mouvement le long de la courbe de Preston, mais on peut aussi, il y a le déplacement de la courbe de Preston. Donc la courbe, elle est formée, donc on a deux courbes. Il y a celle qui est formée à partir de les relations entre PIB par tête et espérance de vie en 60, qui est la courbe qui est là, celle du dessous, et celle du dessus, c'est celle qui est formée à partir des points sombres, qui est donc les années 2010. Et vous voyez qu'elle est au-dessus, évidemment. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut? Quel est notre but dans la vie? Moi, je me rappelle Fernand Reynaud. Est-ce qu'il vaut être mieux d'être riche en bonne santé que d'être malade et sans sous? Vous connaissez un peu les histoires. On préfère être riche et en bonne santé que d'être malade et sans sous. D'accord? Donc, on veut aller vers le nord-est.
D'accord? On veut augmenter notre niveau de vie et augmenter notre santé, notre espérance de vie. C'est ça qu'on veut. Mais vous avez deux manières d'y arriver. Une manière, c'est à courbe de Preston donnée, ben vous allez sur la, vous essayez de vous déplacer sur la droite de la courbe de Preston, vous augmentez votre niveau de vie et ça va vous augmenter la santé puisque vous allez être sur la courbe de Preston. Mais l'autre manière, c'est que le progrès technique qui va vous faire bouger la courbe de Preston, elle aussi va vous aider à réaliser cette combinaison d'un niveau d'espérance de pi par tête plus élevé, d'espérance de vie plus élevée. Vous comprenez? Il y a les deux manières qui vont vous aider. Mouvement le long d'une courbe et mouvement de la courbe. Le mouvement le long de la courbe, simplement vous augmentez votre niveau de vie. Le mouvement de la courbe, c'est le progrès technique en santé. D'accord? Voilà. Donc, alors, Deaton, qu'est-ce qu'il dit? The world is a better, évidemment, venant aussi d'une famille de mineurs en Angleterre, tout est mieux, quoi. Hein. The world is a better place than it used to be, le monde est mieux que ce qu'il était avant. La flèche indique la direction du progrès, hein. On veut que le revenu par habitant et l'espérance de vie augmentent. Il y a deux possibilités pour progresser, ce que je voulais vous dire. Se déplacer le long d'une courbe de Preston, c'est l'effet revenu, donc vous êtes devenu plus riche et donc la santé augmente. OK, s'améliore. Et puis, vous avez la hausse de la courbe, le déplacement de la courbe. Ça, c'est l'effet du progrès technique. D'accord? Alors là, maintenant, je vais vous montrer pour différents pays, et vous allez voir comment ils ont évolué, et ce qu'ils sont allés vers le nord-est. Là, on est en 1804, et alors là, maintenant, il faut que je actionne ça sur ici, quoi, c'est ça? Comment je fais là? Ah voilà, donc je vous le fais, voilà, hop. Ça faut applaudir. Voilà, ça arrête en 2012. Voilà. Ça c'est le... Bravo, Simon. Donc, ça vous donne quand même... Ça, vous voyez, c'est quand même... Voilà, là, il y a tout à côté de l'histoire qui est bien. Parce qu'il y a des moments où on a des nouvelles un peu déprimantes. Je ne peux pas commenter sur les nouvelles récentes qui me dépriment moi, personnellement. Mais c'est bien de voir des choses comme ça parce que ça compense la déprime. Hein. Ça vous empêche de trop déprimer. Voilà. Donc, dans la plupart des pays d'Afrique, l'espérance de vie, bon, ça pour tempérer l'optimisme, donc c'est bien. Donc, grosso modo, on va dans la bonne direction, mais pas tous à la même vitesse. C'est toujours l'histoire de la grande évasion, quoi. Les premiers de cordée n'aident pas toujours les seconds de cordée. Dans la plupart des pays d'Afrique, l'espérance de vie est encore faible si on compare aux pays riches. Cela provient du fait que de nombreux décès sont causés par des maladies infectieuses encore, touchant principalement les enfants. Et c'est pour ça qu'on a encore des pays où la mortalité est encore, ils sont encore de l'autre côté. Vous savez, ma courbe où je montrais l'espérance de vie, ce qui vous reste à vivre à 15 ans et ce qui vous reste de vivre à la naissance, beaucoup de pays encore n'ont pas inversé la courbe. D'accord? Et c'est des maladies infectieuses. Et les maladies infectieuses, elles touchent principalement les enfants. Donc, il y a encore beaucoup de pays dans le monde, surtout en Afrique, qui sont sujets à ça. D'accord? Dans les pays développés, les causes de mortalité se sont déplacées des maladies infectieuses vers ce qu'on appelle les maladies chroniques et les individus plus âgés. Donc les maladies cardiaques, bien qu'on a vu que les choses évoluent dans la bonne direction, cancer, là aussi, la réduction du tabagisme vous fait évoluer dans la bonne direction, et puis quand même on traite le cancer mieux qu'avant, d'où une hausse de l'espérance de vie. Alors, là, ce que je vous disais tout à l'heure, le déplacement de la courbe de Preston, j'allais dire la courbe de Deaton, la courbe de Preston, il observe qu'à PIB par tête donnée, les pays en développement de nos jours ont des espérances de vie plus élevées que les pays développés, c'est-à-dire qu'il y a bien eu déplacement de la courbe de Preston. Quand je suis né à Édimbourg en 1945, l'espérance de vie en Écosse était plus basse qu'en Inde aujourd'hui. Lorsque mon père est né dans le bassin du Yorkshire en 1918, la mortalité infantile en Angleterre était plus élevée qu'en Afrique subsaharienne aujourd'hui. C'est hallucinant quand on y pense. Donc ça donne quand même une idée. Hein. Voilà. Donc, alors toutefois, l'évolution, alors évidemment, ce que je vous ai montré, c'est quand même assez panglossien, c'est assez sympa, on a l'impression qu'on a le progrès, tout se passe très bien,
tout va dans le bon sens, mais je vais un peu tempérer votre optimisme. L'évolution le long de la courbe ne doit pas être considérée comme un processus continu de hausse. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des pays, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des pays qui jouaient, qui jouaient au trampoline un petit peu là. Cette évolution est marquée par des événements dramatiques. Évidemment, Mao, ça vous fait des grandes évolutions, évidemment. L'importante hausse de l'espérance de vie en Chine entre 60 et 2010 s'explique en grande partie par le fait qu'on met fin au grand bond en avant. Il faut quoi, 36 millions de morts pour qu'ils comprennent voilà, de Mao entre 58 et 61 qui a causé la grande famille de la mort d'environ 30 millions de personnes, d'accord? Le virus du sida a retardé ou annulé le progrès de l'espérance de vie en Afrique depuis les années 1960. Donc voilà, vous avez des événements dramatiques, mais voilà, grosso modo, on va quand même comme ça, mais avec des accidents, et ils peuvent être très importants, ces accidents. Voilà, donc c'est une chose à garder à l'esprit. Alors, comment on pourrait expliquer la courbe de Preston? La courbe de Preston, c'est une corrélation. C'est une corrélation entre niveau de vie et niveau de santé. C'est une corrélation, c'est pas une... je vais la redessiner là, la courbe de Preston. Vous avez ici le PIB par tête, et là, vous avez l'espérance de vie, life expectancy, hein, et en gros, vous êtes comme ça, quoi, d'accord? Et c'est une corrélation parce que la relation, elle peut venir aussi bien du fait qu'une plus grande espérance de vie vous donne plus de produits et le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez, ça peut être l'impact de la hausse du niveau de vie sur la santé, ça peut être l'impact de la santé sur le niveau de vie, et peut-être des facteurs communs qui sous-tendent ces deux évolutions. C'est-à-dire que vous avez une causalité d'un sens de la santé vers le revenu ou du revenu vers la santé, ou bien vous avez un troisième facteur qui affecte l'un et l'autre. Donc, regardons un peu qu'est-ce qu'il en est dans le détail, d'accord? Donc, eh bien, d'abord, l'impact de la hausse du niveau de vie sur la santé, d'accord? Eh bien, il y a eu donc des travaux de Thomas McCown, je ne sais jamais comment le prononcer. Pour de nombreuses maladies, les taux de mortalité ont chuté avant l'introduction d'un traitement médical efficace et ont continué à baisser sensiblement au même rythme après son introduction. Lui-même médecin en arrive à la conclusion que la médecine n'a pas été le facteur déterminant. L'amélioration de l'espérance de vie, le décollage dans l'espérance de vie, a eu pour origine les progrès économiques et sociaux, notamment en améliorant la nutrition et les conditions de vie. On peut montrer notamment que, eh bien, quand l'espérance de vie augmente, quand je veux dire le niveau de PIB par tête augmente, eh bien la nutrition augmente. Et la nutrition, c'est un aspect très important. Voilà. Donc avant même qu'on fasse des grands progrès en médecine, il y a déjà le fait que la nutrition s'améliore a été une source importante. Vous voyez, donc ça, et de se loger mieux, voilà, des logements plus salubres. Donc ça, c'était important. Puis il y a eu les égouts. Puis il y a eu, ça a été très important, que l'eau devienne potable et propre. Ça a été également très important. Donc avant même les médicaments, vous avez eu des étapes dans le développement qui ont eu des effets très importants sur l'espérance de vie, vous voyez, liés au développement économique. Donc d'abord la nutrition, hein, donc les systèmes d'égout et la propreté de l'eau, la salubrité, vous voyez, avant même de parler de médicaments. Ça a eu des impacts énormes déjà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu aussi un impact des révolutions médicales. Mais si on regarde au total, eh bien, l'impact des premiers a été très, très important. Allez, vous voyez, par exemple, là, on regarde, je représente ici, vous voyez, la relation pour différents pays en 2007, la relation entre, disons, le PIB par tête et si vous voulez, les calories, eh bien, on voit une corrélation très positive entre les calories et voilà, donc le nombre de calories par jour est fonction du PIB par tête en 2005. L'idée que dans un pays plus riche, les gens consomment davantage de calories et donc sont en meilleure santé. Mais on pourrait penser aussi que plus de calories vous donnent plus de PIB par tête. Ça peut aller dans les deux sens, c'est une corrélation. Hein, davantage de calories fait que vous êtes plus productif. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, là, tout ça, je regarde pour le moment un effet du revenu. Donc là, je ne parle même pas d'innovation, je dis simplement avec
avec l'augmentation du PIB par tête, eh bien, on est capable déjà d'améliorer le niveau de vie. Donc là, je parle vraiment du déplacement le long d'une courbe de Preston. Moins d'un quart de l'amélioration moyenne de la mortalité observée entre 1930 et 1960 est due à un déplacement le long de la courbe. Le reste est dû à un décalage, à un déplacement de la courbe. Donc il y a quand même un truc non négligeable d'effet le long de la courbe, mais quand même beaucoup va venir du déplacement de la courbe. Voilà. Vous voyez, donc vous pouvez décomposer qu'est-ce qui vient de l'effet de revenu pur et qu'est-ce qui vient du progrès technique. D'accord? Alors, il y a un effet du revenu, mais on va voir que beaucoup vient du progrès technique. Alors, le deuxième, c'est l'impact de la santé sur la hausse du niveau de vie. Donc, moi, j'ai vu un peu la hausse du niveau de vie. Ça permet de vous déplacer sur la droite sur une courbe et du coup, vous pouvez vous offrir une meilleure nutrition, etc. Et ça améliore votre santé. Maintenant, vous pouvez vous poser la question de l'impact de la santé sur le PIB par tête, d'accord? Et là, pourquoi vous pourriez penser que, l'idée, c'est de dire, alors déjà la nutrition, disons la santé, disons que la santé et la nutrition, mais ce n'est pas juste la nutrition, c'est la santé. La santé, qu'est-ce que ça permet? Pourquoi la santé, ça va vous donner un plus grand PIB par tête? D'abord parce que vous faites rentrer davantage de gens qui sont capables de travailler. Quand une population en bonne santé peut travailler, vous voyez, d'après Fogel, en 1780, les 20% d'adultes les plus pauvres du Royaume-Uni étaient si mal nourris qu'ils n'avaient pas l'énergie nécessaire, ni même pour 1 heure de travail manuel par jour. Donc quand vous avez une meilleure santé, vous augmentez la force de travail. Vous voyez, j'avais écrit tout à l'heure ma fonction de production, mais vous augmentez même le L, quoi. Le L, c'est la population capable de travailler, quoi. C'est même pas juste le capital humain, c'est même qu'ils peuvent aller travailler. Donc la première chose, c'est quand vous avez une santé plus grande, meilleure, eh bien, vous avez davantage de gens qui peuvent simplement travailler. D'accord? Deux, les gens sont plus productifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement aller travailler, c'est être productif au travail. Si vous êtes tout le temps malade et vous avez mal à la tête, etc., vous n'êtes pas productif. Si vous êtes en bonne santé, vous êtes plus productif. D'accord? Il y a une autre raison également. Si je vis plus longtemps, je peux épargner parce que je vais faire des plans à long terme. L'épargne, ça va soutenir l'investissement. Ça va être bon pour la croissance. Si je pense que je meurs demain, je ne vais pas épargner. Or, l'épargne est très importante pour financer, vous voyez, l'accumulation de capital, l'innovation, etc. Donc, on voit toutes ces raisons pour lesquelles la santé peut être bonne pour la croissance. C'est-à-dire, d'accord, d'abord, davantage de gens travaillent, les gens qui travaillent sont plus productifs, les gens peuvent épargner davantage, les gens peuvent être plus inventifs. Vous voyez, donc tout ça contribue à générer davantage de croissance. D'accord? Donc ça, vous avez tous ces facteurs potentiels. Et donc voilà, donc on sait qu'il y a une relation de la santé vers le PIB par tête et vers la croissance du PIB par tête. D'accord? Donc, en gros, si vous voulez, vous avez deux effets. À mesure que vous vous enrichissez, vous pouvez faire une meilleure nutrition, vous pouvez vous offrir des systèmes d'égout, vous pouvez faire des dépenses d'infrastructures qui vont améliorer l'espérance de vie. Mais quand vous avez une meilleure espérance de vie, eh bien, vous pouvez augmenter la population de travail en quantité, en qualité, l'épargne, etc., qui, elle, va générer davantage. Donc, si vous voulez, vous avez un effet boule de neige quelque part. Vous avez davantage de niveau de vie. Meilleur niveau de vie vous donne meilleure santé, et meilleure santé va augmenter la croissance du niveau de vie, qui va vous donner une meilleure santé, qui va vous donner une... Vous voyez ça? Vous faites l'effet boule de neige, quoi. D'accord? Alors, pourquoi il n'y a pas explosion là-dedans? Parce que vous avez quand même des rendements décroissants. Vous avez vu que la courbe de Preston, quand j'ai déjà une espérance de vie assez élevée, il faut beaucoup d'augmentation du niveau de vie pour avoir vraiment une certaine augmentation du niveau de vie, de l'espérance de vie. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que cette boule de neige n'explose pas. C'est que quelque part, quand vous êtes à un niveau de développement faible, une petite augmentation du PIB par tête vous donne beaucoup d'augmentation d'espérance de vie. Quand vous êtes déjà à un niveau de PIB par tête élevé, il vous faut beaucoup d'augmentation de PIB par tête pour générer un petit peu d'augmentation des espérances de vie. D'accord? Donc la croissance du PIB par tête et les progrès de l'agriculture ont permis d'améliorer les conditions de vie et la nutrition, d'où une augmentation de l'espérance de vie et de la taille moyenne des individus. D'ailleurs, c'est une chose très intéressante sur la taille des individus, ce qui a eu pour conséquence la hausse de la productivité. En retour, cette hausse de la productivité a permis de soutenir la croissance du PIB par tête. Voilà. Ça, c'est l'effet vertueux. Donc ça va dans les deux sens. Donc la courbe de Preston, elle reflète en fait cet effet boule de neige est reflété dans la courbe de Preston. D'accord?
Alors maintenant, il y a des facteurs communs. Donc là, j'ai dit que la courbe de Preston, il y a derrière un effet du PIB sur l'espérance de vie, un effet d'espérance de vie sur le PIB par tête, mais il y a aussi peut-être des facteurs, des tierces, si vous voulez, des facteurs tierces qui sous-tendent la croissance de l'un et de l'autre, et du PIB par tête et de l'espérance de vie. D'accord? Donc, eh bien, les deux grands facteurs, on va revenir à ce qu'on avait raconté dans les cours précédents, on retrouve toujours les mêmes. C'est l'évolution des connaissances et la diffusion des connaissances, et deux, c'est les institutions. Voilà. Mais c'est vrai aussi pour la santé. C'était vrai quand je parlais tout à l'heure avec Mokir, vous vous souvenez, quand j'ai parlé de Mokir et du décollage industriel, j'ai dit que ça avait été très important d'avoir l'imprimerie, puis l'encyclopédie, etc., pour diffuser la connaissance. Et puis la République des sciences, et puis d'un autre côté, c'est très important d'avoir des institutions comme les droits de propriété, la protection des droits de propriété qui incitent à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et que les deux ensemble avaient joué un rôle. Ben pour la santé, vous avez également, d'une manière particulière, le rôle de la diffusion du savoir et le rôle des institutions. Alors, je vais en parler un petit peu plus. Donc, d'abord, les connaissances sur le plan du savoir, l'importance des connaissances théoriques et pratiques pour la mise en place de traitements efficaces. Vous avez eu l'avancée scientifique majeure qui est le développement de la théorie microbienne au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, qui suggère que de nombreuses maladies sont causées par des micro-organismes. Elle constitue un élément fondateur de la médecine moderne et de la microbiologie clinique. Plus récemment, vous avez eu la découverte de la pénicilline et des antibiotiques. Vous avez eu la preuve de la nocivité de la cigarette. Vous avez eu les mises au point, plus récentes encore, de puces thérapeutiques efficaces et peu coûteuses pour lutter contre l'hypertension artérielle, ce qui a été une des causes importantes de réduction des maladies cardiovasculaires. Donc, les pacemakers, moi je fais toujours des mails en disant je stoppe mon pacemaker. Et vous voyez que ça a été très important, ces progrès-là. Voilà. Donc la diffusion des connaissances a été un élément majeur, et ça a été certainement un élément majeur de la convergence en espérance de vie des pays moins développés vers les pays plus développés. On a pu diffuser des vaccins, et ça a été un des éléments très importants. Le développement des connaissances médicales trouve son origine dans la même révolution scientifique que celle qui a mené à la révolution industrielle. Angus Deaton insiste sur le rôle joué par les Lumières, l'encyclopédie, etc., dans le processus de diffusion du savoir pour le développement de l'industrie, mais aussi des technologies médicales. On retrouve ici un premier argument de Mokir sur le rôle prépondérant de la diffusion du savoir en Europe, République des idées, République du savoir, Lumière, etc., comme précurseur de la révolution industrielle. Ben, c'est pareil, c'est important, c'est fondamental pour les améliorations d'espérance de vie. D'accord ? Et donc voilà, donc ça, vous voyez, le facteur diffusion du savoir et de la technologie a joué un rôle très important dans le fait qu'il y a eu déplacement de la courbe de Preston vers le haut. Voilà, donc ça, c'est très important. Mais vous avez un autre facteur qui est la qualité des institutions. Donc, quand il s'agit de la santé, eh bien, Angus Deaton, par exemple, dans son livre, insiste sur le rôle des institutions dans l'évolution de l'espérance de vie, les infrastructures de santé publique, réseaux d'eau potable dont j'ai parlé, collecte des ordures, campagne de prévention afin d'encourager des comportements vertueux en matière de santé, lavage des mains, utilisation de préservatifs, etc., réglementation des comportements à risque, offre de services de santé publique de qualité ou à encadrer les prestataires privés. La puissance publique joue un rôle central dans l'évolution de l'espérance de vie. Ça, c'est peut-être une différence avec le truc général, c'est que pour la santé, un système entièrement privé ne donne pas, les bons systèmes ne sont pas entièrement privés. Voilà, donc c'est intéressant de comparer les systèmes. Hein, il y a plusieurs systèmes d'organisation, mais il y a un mélange privé-public. En France, on a, je crois, atteint un bon équilibre. Donc voilà, il y a le système complètement public anglais de la CNSH. Voilà, hein. Et nous, on a un système que beaucoup nous envient. Voilà. Nous, on est un peu considéré comme un modèle hein, Alors, de nouveau, donc, on retrouve un facteur commun entre santé. Les institutions garantes de droits de propriété intellectuelle ont permis le décollage industriel. Ben, l'aspect institution, l'aspect diffusion du savoir, ce sont des éléments communs qui permettent à la fois... pourquoi c'est commun? Parce que ces éléments, institutions et diffusion du savoir, qui ont permis l'accélération de la croissance du PIB par tête, sont également des éléments qui permettent les améliorations en matière d'espérance de vie. Et donc ça aussi, ça vous donne une corrélation, ça vous donne une courbe qui se déplace.
Voilà. Alors maintenant, je voudrais parler de 2 bémols. Et mes 2 bémols, c'est les temps modernes et l'effet malthusien. Alors est-ce que je mets point d'interrogation? Peut-être c'est pas vrai. Peut-être que ce ne sont pas des bémols. Alors, je vais vous en parler. Pour le moment, il y a une vision quand même assez optimiste. Je vous dis finalement, bon, il y a des accidents. En gros, j'avais l'air de dire qu'à part Mao et le grand bond en avant, si on ne fait pas trop de bêtises, tout va bien, tout se passe bien. Mais en fait, il y a eu des objections à ça. Voilà. Alors, ça va vous paraître absurde ce que je vous dis, mais pourtant, il y a eu des études. Alors, le premier n'est pas du tout de discuter, c'est que je suis sûr que vous avez entendu parler, quand Deaton a eu le prix Nobel, on a beaucoup parlé de ses travaux avec Anne Case, récents. Et donc, Anne Case et Angus Young, en fait, ils sont mari et femme, hein, as it turns out. Mais, et donc, ils ont fait cet article qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Voilà. Et en fait, eh bien, il parle beaucoup de ce phénomène que vous voyez aux États-Unis. Vous avez eu depuis les années, surtout depuis les années, début des années 2000, eh bien, vous avez une hausse du taux de mortalité de ce qu'on appelle les white, oh là là, comment on appelle, les WNH, c'est les, hein? Voilà, les whites non hispaniques. Voilà, les whites non hispaniques. Voilà. En gros, c'est les électeurs de qui vous savez. Voilà, en grande partie. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça vous montre quand même la détresse qu'il y a derrière. C'est important de voir ces choses-là parce que souvent ces choses-là, vous voyez, sont liées à des détresses de ces catégories de la population. On ne peut pas juste se dire, ah là, de se moquer d'eux parce qu'ils ont voté tellement, parce que vous voyez, la détresse, elle est vraiment là, quoi. Le désespoir, vous voyez. La mortalité au sein de la population américaine blanche d'âge moyen, 50-54. Donc vous avez, c'est surtout les non-hispaniques white d'âge moyen. Vous voyez, elle se met à progresser après avoir longtemps baissé. Donc elle baisse, enfin, elle a baissé, mais elle se met à augmenter depuis les années... Non, en gros, non, elle augmente en fait depuis les années 2000. Ça augmente depuis là. Avant, ça avait baissé. Ça baissait jusque-là, et là, ça se remet à augmenter. Et alors que dans les autres tranches, en gros, voyez les blacks non hispaniques, les hispaniques, eux, ça continue à baisser. Donc, c'est vraiment les whites non hispaniques. Alors, on va essayer de se comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette catégorie. Voilà. C'est vraiment et c'est pourquoi j'en parle, parce que c'est lié à la croissance moderne. Vous voyez, j'avais jusqu'à maintenant un peu une vision proglossienne. La croissance vous donne l'espérance de vie vous donne la croissance, tout se passe bien, on y va, on évite le petit livre rouge, on est bon, quoi, en gros. Hein. Voilà. Et ben non, voilà, la croissance américaine, tout le monde dit c'est génial, il y a la Silicon Valley, il y a moi, je me suis souvent fait le chant beaucoup d'un marché du travail dynamique, flexible, etc. Mais voilà, regardez, voilà ce qui se passe, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez cette mortalité qui augmente parmi les whites non-hispaniques aux États-Unis, notamment d'âge moyen? Alors, on va regarder. Alors, il y a en fait plusieurs causes à cette augmentation de la mortalité. Il y a d'abord la détérioration des perspectives d'emploi. Et il y a la baisse, et il y a ce que je dirais, le noyau familial qui tend à se désintégrer. J'appellerais ça désintégration du noyau familial, si je devais peut-être mettre voilà. Et donc, face à cette situation, cette population s'est tournée vers la drogue, vers l'alcool. Quelqu'un me faisait remarquer que je n'avais pas parlé de l'alcool. Voilà, ici, on y est. Le suicide. Et pour Case et Deaton, cette hausse du taux de mortalité traduit l'effondrement de la classe moyenne blanche américaine. C'est intéressant aussi puisqu'il y a eu ces études qui ont montré que la part des classes moyennes blanches, notamment dans le revenu, a baissé, ou dans les richesses. Il y a eu écrasement des classes moyennes blanches aux États-Unis. Donc, c'est un phénomène à prendre très au sérieux. D'accord ? Voilà. Alors, c'est intéressant parce que si on regarde cette enveloppe, ça se met à faire du board. Alors, les auteurs définissent ce qu'ils appellent les morts de désespoir, quoi. Death for despair, vous voyez, c'est leur terme. Death of despair, mort de désespoir, voilà. Et lié au suicide, à l'alcoolisme et aux overdoses, et notamment les analgésiques opioïdes, d'accord?
eh bien, vous avez une hausse significative entre 2000 et 2014. Vous voyez, 2000, 2007, 2011, 2014. Et les auteurs notent que cette augmentation est constatée partout, quel que soit le niveau d'urbanisation. C'est ça qui est intéressant. Vous pourriez penser que c'est dû aux grandes villes, au stress des grandes villes, mais qu'à la campagne, ça se passe bien. Ben non, également à la campagne, on commence à se droguer, à se picoler, etc. D'accord ? Donc, il se passe quelque chose. Voilà. Et c'est vrai à tout niveau d'urbanisation. D'accord ? Vous voyez ? Vous suivez là? C'est pas trop? C'est bon? C'est rapide? Trop rapide? C'est trop rapide? Non, pas rapide. Vous levez la main, c'est trop rapide. Voilà. Bon. Alors maintenant, ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut regarder, eh bien, vous voyez, les morts de désespoir, mais dans différentes années. Donc on les regarde par âge et à différentes années. Et alors vous voyez que, par exemple, en 1935, jusqu'à 50 ans, alors que l'espérance de vie était beaucoup moins, jusqu'à 50 ans, il n'y a pratiquement personne qui prend de la drogue et qui meurt de drogue ou qui meurt de choses comme ça, vous voyez, en 1935. Quand vous allez en 1975, beaucoup plus tôt, on commence à mourir de drogue, alcool ou suicide. Vous voyez, c'est intéressant déjà. Vous voyez, la courbe se déplace. Vous voyez, elle démarre là en 1935, elle démarre là en 1975. Vous voyez ça déjà? D'accord? Donc, je commence à me suicider plus jeune maintenant qu'avant. D'accord? Par ces biais-là. L'autre chose, c'est que, vous voyez, les courbes là, elles étaient assez plates. Je commençais plus tard, et puis je faisais de plus en plus, mais à un taux qui augmentait lentement avec l'âge. Vous voyez? Vous voyez que maintenant, la courbe, elle démarre bien plus tôt, elle est beaucoup plus pentue là qu'elle n'est là. C'est-à-dire que maintenant, je commence à 25, mais déjà, j'attends 60% 1000 à 35 ou 40, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je commence beaucoup plus tôt et avec l'âge, ça va beaucoup plus vite, quoi. Avant, je commençais plus tard et c'était de plus en plus je vieillissais, mais à un rythme lent avec l'âge. Maintenant, je commence plus tôt et vous voyez, chaque année qui passe, il y a encore beaucoup plus de chances qu'il y ait quelqu'un qui se drogue, etc. C'est terrifiant, hein, l'évolution de cette courbe. Hein. C'est terrible, hein. Vous voyez le lien avec le vote Trump, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est toujours faire attention que chez nous, on n'est pas ça qui se passe. Parce que là, on est très très mal parti. Si c'est ça, il faudra toujours regarder ces indicateurs, vous voyez, c'est important. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais mettre en évidence. Donc les cohortes les plus récentes ont subi, en fait, comment ils expliquent ça, dit Todd et Case? Ben, ils vous disent, les cohortes les plus récentes ont subi un marché du travail. Ça, j'ai oublié de mettre les accents, mais ils vont être mis plus tard. Un marché du travail plus incertain, vous voyez, plus impactant négativement sur leur perspective d'emploi et leurs revenus. Donc, si vous voulez, les gens maintenant, comme il y a beaucoup plus de destruction créatrice, etc., et pas vraiment de flexec aux États-Unis, vous voyez, c'est là que la flexec, c'est bien utile, eh bien, les gens font face à des fluctuations de revenus beaucoup plus grandes et à de l'incertitude sur le travail. Ça crée du stress, si vous voulez. Ça crée du désespoir. D'accord ? Et également, pourquoi les couples se défont, pourquoi les familles se défont? Pour différentes raisons. Mais d'abord, il y a un effet direct de la perte d'emploi. La perte d'emploi peut créer des tensions qui fait que la famille se défait. Si vous allez voir Le Grand Bain, c'est très bien montré. Hein. Et tout le monde n'a pas l'idée d'aller de faire cette entreprise. Et vous voyez tout de suite comment les couples se défont, quelqu'un ne travaille plus, on dit voilà, etc. Donc les couples, c'est une source de tension dans les couples. Et puis, il y a l'effet que l'effet sur la santé ou le côté suicidaire également accentue. Donc si vous voulez, ces effets se renforcent l'un l'autre. Vous avez la perte d'emploi a un effet direct de stress, il conduit à désintégrer la famille qui va accentuer l'effet sur le stress, et vous avez donc des mauvaises dynamiques qui se mettent en jeu. L'augmentation de l'offre d'opioïdes n'est pas perçue par Case et Deaton comme un facteur fondamental, mais comme un catalyseur, comme un facilitateur. La prescription d'opioïdes pour le traitement de douleurs chroniques a jeté de l'huile sur le feu, rendant l'épidémie bien pire qu'elle n'aurait été autrement.
Alors que la hausse de la part des morts de désespoir est en progrès depuis longtemps, elle a été masquée, alors cependant jusqu'à la fin des années 90, par le déclin du nombre de décès. Donc je vous avais montré tout à l'heure en 75, déjà en 75, très vite vous commencez à mourir de ça, mais comme en 75 il y a eu en même temps l'effet de réduire le tabagisme, etc., quand vous regardez le total, vous ne voyez pas apparaître autant que maintenant. Maintenant, l'effet du tabac, la réduction du tabagisme est stabilisée, et maintenant, ce que vous voyez, c'est l'augmentation de la mortalité des WHN, vous voyez, donc des white non-hispaniques, d'accord? WNH. Voilà, donc ça, c'est ce qui vous donne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'autre chose qu'on peut regarder, c'est que c'est vrai pour les hommes et les femmes, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à la... Et là, on revient toujours aux mêmes choses. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, vous voyez, l'effet sur les... Quand j'avais regardé l'effet de la robotisation, je l'avais montré sur l'emploi et que j'ai dit que c'est plus... Enfin, en tout cas, on le subit moins quand on est qualifié que quand on n'est pas qualifié. La qualification, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que c'est surtout les whites non-hispaniques d'âge moyen qui n'ont pas été au-delà des études secondaires. C'est vraiment eux dont la mortalité augmente. Ça, c'est les hommes et ça, c'est les femmes, vous voyez. Et par contre, les hommes et les femmes qui, eux, ont des degrés bachelor, licence, etc., eux, ils ne sont pas affectés, vous voyez, par le progrès. Donc le progrès, il est sans pitié pour les gens qui n'ont pas de qualification, aux États-Unis. Dans d'autres pays, il y a la FlexSec, il y a d'autres systèmes qui quand même assurent. Moi, j'ai par exemple une étudiante qui a regardé, c'est une étudiante qui s'appelle Alexandra Roulet, qui était ma co-autrice, enfin on est sur plusieurs projets, on avait écrit un petit bouquin ensemble qui s'appelle Repenser l'État, et Alexandra, elle a regardé le lien entre chômage et prise de médicaments au Danemark. Et alors, elle voyait une corrélation, mais elle a vu qu'en fait, c'était les gens qui allaient au chômage étaient déjà prédisposés. Quand elle contrôlait pour les effets de sélection et les effets de dire, voilà, on prend a priori des gens qui sont prédisposés, au Danemark, il n'y a pas d'effet. Parce qu'au Danemark, ils ont un système qui fait qu'il n'y a pas d'effet du chômage sur la croissance. Parce que vous avez des garanties de revenus, de formation, etc. Donc on peut résoudre ça, mais il faut changer le modèle de cette manière, vous voyez. C'est très important d'avoir un vrai système. Je sais que maintenant on négocie l'assurance chômage, faire très attention comment on négocie. Est-ce que la France va aller dans la direction anglo-saxonne ou est-ce qu'elle va aller dans la direction scandinave? C'est crucial parce que ça aura des effets très importants sur l'impact que peut avoir le chômage sur la santé. Voilà. Donc c'est important parce que le débat est maintenant. Voilà, la France a une croisée de chemin. Donc, est-ce que c'est la voie anglo-saxonne qui va l'emporter ou la voie scandinave? Voilà. Donc voilà. J'envoie des SMS à 3 h du matin en disant « va dans la voie scandinave ». Je ne sais pas l'effet que ça peut avoir. En général, j'ai des réponses aux SMS de 3 h du matin. Puis que la personne dort peu. Voilà. Anyway, je ne vais pas parler voilà. Alors... donc, vous voyez, c'est très important, c'est les hommes et les femmes qui n'ont pas de niveau d'éducation, vous voyez. Donc, il faut l'éducation et il faut la bonne FlexSec. Je crois qu'un système qui vous fait de la... Vous voyez, j'avais dit la croissance, c'est sympa, ça augmente le niveau de vie, etc. Oui, mais la croissance, si la croissance, ça veut dire une accélération de la destruction créatrice, et on sait que ça se passe comme ça, et que vous n'avez pas mis en place des systèmes de formation, une flexisécurité, un système éducatif, là, alors, vous créez le pire, parce que vous créez toute une classe de catégories de gens qui commencent à se suicider, qui commencent à être malheureux, et là, vous êtes partis dans les plus mauvaises directions. Je crois que c'est très important d'accompagner le changement technique par un changement institutionnel. Voilà. Je crois que c'est fondamental. On est vraiment, et tous les cas le prouvent, je veux dire, c'est systématiquement, c'est des gens qui se suicident, mais c'est des gens, quand ils vont voter, on sait pour qui ils vont voter. Voilà. Donc, Deaton et Case parlent de 2 Amériques, une pour les individus diplômés de l'université et une pour les autres. Et vous les voyez, là, les voilà les 2 Amériques. Voilà le diagramme qui vous montre les 2 Amériques. Vous voyez, il y a l'Amérique des courbes continues et l'Amérique des courbes en pointillés. Voilà les 2 Amériques. D'accord? Alors, auparavant, les individus peu qualifiés avaient l'avantage de perspectives d'emploi et d'évolution professionnelle par l'expérience. Il y avait ce qu'on appelait les blue-collar aristocrats des années 70. Mais la baisse significative des perspectives d'emploi et donc de la mobilité sociale de cette catégorie est une des causes de la hausse du taux de mortalité. Ce n'est pas seulement que vous avez plus de stress d'ailleurs, c'est que également vous ne voyez pas le sens de votre vie. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Eh bien, on veut pouvoir faire mieux que ses parents et mieux demain qu'aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. Si on sent qu'on ne va pas faire ni l'un ni l'autre,
what's the point, comme on dit, hein? Voilà, et beaucoup de gens sont acculés au suicide ou à l'alcool, etc., parce qu'ils se disent « mais j'ai une vie qui ne mène nulle part et je ne vois pas d'amélioration, je ne suis pas capable vraiment d'élever une famille parce que je ne peux pas donner une sécurité à ma famille, donc je ne peux pas avoir une vie de couple sympa, je n'ai pas un travail fixe, je n'ai pas de perspective, le rêve américain c'est terminé, etc. » Mais voilà, ces gens-là, eh bien, ils sombrent dans l'alcool. Voilà. Et donc la baisse significative de perspectives d'emploi et de la mobilité sociale est une des causes de la hausse du taux de mortalité, c'est le sentiment de déclassement. Et dit-on dit, it's the life you expected to have relative to your father or grandfather. C'est la vie que vous espériez avoir par rapport à l'amélioration par rapport à votre père ou grand-père. C'est plus là, it's just not there anymore. Il n'y a plus cette perspective-là. Voilà. Et ça, pour eux, c'est ça, autant que le stress, si vous voulez. C'est le stress et l'absence de perspective. Voilà. Qui est cause de cette mort de désespoir. Voilà, c'est intéressant parce que si on compare les taux de mortalité entre groupes de population, maintenant on peut regarder entre les groupes, on voit que donc les whites non hispaniques, ça augmente, mais pour les autres, c'est stable ou c'est décroissant. Les autres groupes n'ont pas de revenus plus élevés en moyenne que les whites non hispaniques, mais c'est que si vous voulez, c'est vraiment l'idée, c'est pas juste le niveau absolu de mon revenu, c'est est-ce que j'ai... ils n'ont pas le même sentiment de déclassement. C'est-à-dire que les whites non hispaniques, ils se sont sentis beaucoup plus déclassés qu'avant. Et c'est ce sentiment de déclassement qui a joué, voilà, qu'ils ont expérimenté plus que d'autres catégories. Et eux pensent que c'est ça qui cause cette hausse de mortalité plus grande chez eux. Parce que dans l'absolu, leur sort n'est pas pire que celui des blacks, par exemple, des African Americans, etc. Mais le sentiment de déclassement est plus grand. Voilà. Alors, pourquoi aux États-Unis? Alors là, il y a d'autres pays. Vous voyez qu'en France, ce n'est pas pareil, et dans d'autres pays, ce n'est pas pareil. L'Australie, par contre, ce n'est pas bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'Australie dans la salle. J'étais intrigué par la courbe australienne. Pourquoi l'Australie se met à augmenter, je ne sais pas. Mais les auteurs insistent sur le fait que ce phénomène est une spécificité américaine. Contrairement aux États-Unis, les taux de mortalité en Europe sont en baisse pour les individus étudiés, c'est-à-dire pour les disons, classes moyennes, blanches. Alors, à moyen terme, Casey Deaton place en faveur de davantage de sécurité sur le marché de l'emploi, de soins plus accessibles pour renverser la tendance. C'est là que le modèle social compte. Ce qui est intéressant, c'est que le Canada, c'est également, qui est à côté des États-Unis. Vous voyez, le Canada, il n'y a pas de vraie tendance. Il y a une petite hausse, mais enfin beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et là, maintenant, c'est même plutôt à la baisse au Canada. Donc, le Canada est beaucoup plus proche de nous qu'il est des États-Unis quand on regarde ces courbes-là. C'est intéressant de voir la proximité du Canada par rapport à l'Europe et en contraste avec les États-Unis. Hein? Alors, maintenant, je voudrais terminer, et après, je passerai à la Ravello. Il me reste un quart d'heure. Ben, je suis bien. Je veux parler du paradoxe Acemoglu, la bagarre avec Acemoglu. D'accord? Ah! Du blood. Alors, voilà. Alors. Ben, c'est terrible parce que je suis filmé, là. Il va tout voir, là. Ça va être terrible. Ma carrière est foutue, là. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu vas lui envoyer. Bon, merci Ghislaine. Voilà. Alors, Acemoglu Johnson, ils disent, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils ont... moi, je vais vous donner cette vision que le PIB par tête augmente la santé augmente le PIB par tête, tout se passe bien, courbe de Preston, etc. Eux, ils ont essayé de dire, voilà, je vais avec des instruments, je vais faire une bonne régression sur la base de comparaison de pays au cours du temps, OCDE, non OCDE, et entre 40 et 80. Et vous voyez ici, donc la courbe de Preston vous dit que la courbe de Preston, ça vous dit qu'un niveau de PIB par tête plus élevé vous donne un niveau d'espérance de vie plus élevé. D'accord? Donc ça veut dire que si je fais croître l'espérance de vie, je devrais faire croître je vais croître le PIB par tête, ça montre que si je devais faire croître le PIB, l'espérance de vie, je devrais faire croître le PIB par tête. Si je crois dans cette courbe, si tu augmentes là-dessus, tu augmentes là-dessus. D'accord? Vous partez déjà? Mais c'est terrible. Mais tout est maintenant. Vous ratez le meilleur. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ratez le meilleur. C'est comme si vous partez un film d'Hitchcock avant les dernières. Vous ne pouvez pas faire un truc comme ça. Voilà. Tout est pour ça. Vous ne pouvez pas. Bon, alors, donc, je m'attendrais à ce que si je régresse l'augmentation du Y sur l'augmentation de l'espérance de vie, delta LE, c'est l'augmentation d'une espérance de vie.
je devrais trouver une relation positive. Or, eux trouvent une relation négative. D'accord? Alors, ils disent, pourquoi on a trouvé ça? Alors, ils ont trouvé un instrument pour avoir une causalité. C'est-à-dire que ce qu'ils ont amélioré, c'est qu'au lieu d'avoir du Preston, ils ont trouvé un instrument pour le delta Li, et avec cet instrument, ils ont dit, si je veux regarder l'effet de ça sur ça, eh bien, eux, ils trouvent un gamma 1 négatif. C'est ça que trouve Acemoglu Johnson, d'accord? Et alors, ils se demandent pourquoi. Ils se disent, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait que... alors ça, c'est PIB par tête. PIB par tête, c'est très important. C'est PIB par tête qu'ils ont regardé. Petit y. Donc, on va écrire y, c'est y sur L. Donc, eux, c'est ça qu'ils ont regardé. D'accord? Moi, je vais regarder le petit y. Le PIB par tête. Alors, ils trouvent que ça baisse. Alors, eux, ils essayent d'interpréter. Et ils se disent, eh bien, la raison, c'est que quand j'augmente la santé, vous voyez, le PIB par tête, c'est Y sur L. C'est le Y, le PIB divisé par la population, grosso modo. Le problème, quand vous augmentez la population, c'est que vous augmentez le dénominateur. Et ça, c'est un effet malthusien. Vous comprenez? Vous réduisez le PIB par tête parce qu'il y a plus de gens. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont dit, ben, finalement, il n'y a pas vraiment d'effet. Et le seul effet que j'ai, c'est un effet purement mécanique, que quand j'augmente la population, eh bien, évidemment, le produit par tête baisse. D'accord? Il y a un autre économiste qui s'appelle Alwyn Young, qui lui a regardé l'effet de soigner le sida en Afrique, et il a dit, oui, mais le problème, c'est que là, vous allez réduire le PIB par tête parce que vous allez réduire, voilà. D'accord? Vous voyez? Staline, il augmente le PIB par tête en réduisant le dénominateur. D'accord? Bon, c'est pas une bonne... Très mauvaise blague. Bon, alors, d'accord, donc si vous voulez, pas que je tape toujours sur les Chinois quand même, et donc, voilà, eh bien, c'est là que j'ai eu un truc, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas croire à cette histoire-là. J'y crois pas, cette histoire-là. D'accord, c'est vrai qu'il y a un effet de réduire le PIB, mais ça ne peut pas être l'effet dominant, c'est pas possible. Et là, j'ai eu vraiment mon premier argument avec Acemoglu. Et l'argument est basé de la manière suivante. Et il va nous ramener à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pour ça que la théorie, c'est très important. J'ai dit, toi, Daron, qu'est-ce que tu as fait? Tu as supposé a priori un modèle à la Lucas-Becker. C'est-à-dire que tu as pris un modèle où, en fait, la croissance, elle est due à la variation du capital humain. D'accord? Donc, tu as postulé que le monde est un monde à la Lucas-Becker, où c'est l'augmentation de capital humain qui te donne de l'augmentation de Y. Mais on sait, pour l'éducation, qu'il y a l'effet Nelson-Phelps, que le niveau de santé, le niveau de capital humain aussi a un impact sur la croissance. Donc tu aurais dû, au lieu de considérer un modèle comme celui-là, tu aurais dû considérer un modèle comme celui-là, c'est-à-dire comme Kruger et Lindahl avaient fait. Vous vous souvenez, Kruger et Lindahl, quand il s'agissait d'éducation, eh bien, eux, ils avaient dit, ben, écoutez, on va prendre une approche ouverte, open-minded, comme on dit, ouverte d'esprit. C'est-à-dire qu'on considère que le niveau initial de capital humain et l'augmentation, les deux ont un impact sur la croissance. D'accord? Donc, ils auraient dû faire ça. D'autant que, regardez là, si je fais simplement la régression Nelson-Phelps de la croissance du PIB par tête sur le niveau d'espérance de vie, je trouve que c'est croissant. Donc, je ne peux pas l'ignorer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est cette régression-là qu'il faut faire au lieu de celle-là. Il faut faire celle qui englobe les deux. Alors, faisons celle qui englobe les deux. Et qu'est-ce que je trouve quand je mets les deux? Quand je régresse le PIB par tête, la croissance annuelle du PIB par tête, à la fois sur le niveau d'espérance de vie et sur l'augmentation, je trouve que les deux sont positifs, vous voyez? Au lieu d'avoir le négatif comme chez... Ça, c'est ce qu'obtient Acemoglu. Ça, c'est ce que j'obtiens dans la deuxième régression qui a été faite par Macmillan et co-auteurs. Et ça, c'est celle que j'obtiens en mettant les deux ensemble, en le faisant à la Kruger-Lindahl. Ben, ça, c'est la bonne. Et donc, j'essaie de dire, mais pourquoi Acemoglu a trouvé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai besoin de votre attention. J'ai besoin de votre attention. C'est un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui s'appelle la convergence en espérance de vie. Acemoglu, il a régressé le delta de Y sur le delta de l'espérance de vie.
avec Johnson. D'accord? Donc, je joue toujours Acemoglu. Il y a Johnson dedans quand même. Hein. D'accord, Simon Johnson. Mais ils auraient dû regarder ça aussi. Mais il se trouve qu'il y a une relation entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que plus votre espérance de vie est basse, plus votre augmentation est élevée. Vous vous souvenez le tableau que je vous avais montré, où je vous avais montré qu'entre 60 et 2000, l'augmentation d'espérance de vie était beaucoup plus importante dans les pays en développement que dans les pays développés. Et c'est la courbe de Preston, c'est la courbe de Preston, elle vous dit bien, la courbe de Preston, que quand vous êtes à un niveau élevé d'espérance de vie et de trucs, la relation est beaucoup plus plate que quand vous êtes à un niveau de développement très faible, d'accord? Donc on a ça c'est la convergence en espérance de vie. Vous voyez, entre 40 et 80, je place les pays de l'OCDE et les pays non OCDE, et je vois que plus mon espérance de vie initiale, elle, 0 en 40 est faible, plus la croissance entre 40 et 80 est importante. Parce que, évidemment, dans un pays où tout le monde meurt très jeune, j'introduis les vaccins, vous faites tout de suite progresser très vite l'espérance de vie. Mais chez nous, elle n'a pas tellement progressé, elle était déjà, on avait des vaccins. Vous voyez? D'accord? Alors voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors là, le raisonnement, c'est là que j'ai besoin de vous montrer. C'est qu'en fait, si vous voulez, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Supposons... ça, c'est juste pour des gens qui... Laissez-moi faire juste ma démonstration et je fais la chose suivante. Regardez, Acemoglu, il a régressé que sur le delta LE. D'accord? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le LE0, je sais qu'à cause de ça, il est une fonction du delta LE. Je sais que LE0, c'est bêta 0 moins delta LE sur bêta 1. D'accord? Donc, je peux réexprimer ces trucs-là comme delta Y. Si j'oublie que le delta L0, vous voyez, je peux tout exprimer là en fonction de delta LE. Ça me fait une certaine constante. Et je vais avoir plus alpha 2 moins alpha 1 sur bêta 1 delta LE plus des poussières. Donc, effectivement, si j'oublie qu'il faut régresser sur ça aussi, comme il y a la convergence, qu'est-ce que Acemoglu a observé? C'est ce coefficient, mais vous voyez que ça peut être très bien négatif, parce que vous avez un moins là. Mais le moins, vous l'avez uniquement parce que vous avez la convergence en espérance de vie. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a capturé avec sa régression? C'est la convergence en espérance de vie. En omettant la partie Nelson-Phelps, il a incorporé dans son effet un effet de convergence d'espérance de vie. Quand vous vous débarrassez de cet effet en régressant séparément sur l'un et l'autre, vous retrouvez les coefficients positifs. C'est très important parce que lui, qu'est-ce qu'il dit à Acemoglu avec Johnson? Ils disent en gros, la santé c'est bon en soi, mais pour la croissance, c'est pas très important. Et moi je dis, c'est bon en soi, mais c'est aussi bon sur la croissance. Donc c'est un investissement comme l'école. Et bien, quand vous faites cet argument-là, vous êtes beaucoup plus fort au Parlement pour obtenir des moyens pour la santé et une bonne organisation de la santé. Vous voyez l'importance des modèles? Je pars du mauvais modèle, je pars d'un modèle purement Lucas et je loupe le truc, j'interprète comme un effet malthusien, ce qui est en fait purement un effet de convergence. Quand je m'en débarrasse, je vois un effet très clairement positif de la santé sur la croissance. Donc voilà l'importance des modèles. Vous voyez, il faut savoir de toujours faire le va-et-vient entre le modèle et l'empirique. Et si on part du mauvais modèle, on arrive à des mauvaises conclusions, quoi. Voilà, je voulais juste introduire ça. Il est moins 5. Je vais m'arrêter. Vous voyez là, ma convergence, vous voyez, elle est très forte. Regardez en pipe par tête. Vous voyez comment en 62 000, les pays en développement ont beaucoup augmenté leur espérance de vie par rapport, voyez, aux pays développés. Nous, on l'a augmenté de 9 ans et eux de 20 ans. Voyez, alors que leur PIB par tête, ils l'ont augmenté disons d'un tiers de nous. Dans l'autre, ils ont fait le double de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la convergence a été beaucoup plus grande en espérance de vie qu'en PIB par tête, et c'est ça qui a été omis. Voilà, donc conclusion, vous avez une coévolution entre santé et PIB par tête. La santé est facteur de croissance, à la fois pour des raisons Lucas, Becker et Nelson-Phelps, comme l'éducation l'était, et la croissance peut nuire à la santé si les bonnes institutions ne sont pas mises en place, d'éducation, de formation, de flexi-sécurité. Il faut les mettre en place, sinon la croissance va backlasher, elle va créer du malheur, et elle va détériorer la santé de certains groupes de la population. Vous ne voulez pas ça pour pouvoir vraiment avoir le cercle vertueux dont je parlais. Voilà, je vous remercie de votre attention.